Alors salut Julien Salut. et bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel entretien qui sera mensuel et qui s'appellera Sécession. Nous reviendrons sur l'actualité et dans la partie 2, nous approfondirons des sujets qui méritent plus de réflexion. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et comme c'est le numéro 1, j'aimerais s'il te plaît que tu nous précises ton parcours et que tu nous dises d'où tu viens. Merci Christopher pour ta proposition de m'interviewer mensuellement. C'est gentil à toi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas exprimé, je l'ai fait un petit peu cet été, mais ça faisait plus d'1 an que j'étais sorti du game, comme on dit. J'avais arrêté toute forme d'entretien, j'avais surtout refusé tous les passages médias qu'on m'avait proposés, qui étaient essentiellement faits pour que je parle du Front National, ce que je ne voulais absolument pas. Donc voilà, bah là j'ai estimé qu'avec la campagne et avec les événements qui arrivent en France, c'était peut-être bon que de revenir et de redonner à nouveau son avis. Donc merci pour cette invitation. Mon parcours, vu que pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et même pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, donc je m'appelle Julien Rochedy. Je suis un petit provincial qui vient d'Ardèche, famille de classe moyenne, classique. J'ai fait mes études d'abord en école privée, j'étais élevé avec les bonnes sœurs, mais j'ai été viré en quatrième pour avoir fait trop de bêtises. Après, je suis parti dans le public. Après, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai un master de relations internationales sécurité défense, et après, je suis allé à Paris pour m'occuper directement du Front National de la jeunesse. Euh, j'ai fait, je crois, des dizaines et des dizaines de petits boulots dans ma vie, des petits et des grands boulots. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans, j'ai travaillé dans la manutention, j'ai travaillé dans les grandes surfaces, j'ai travaillé dans les champs, j'ai été artisan aussi, parce que j'ai de la famille artisan, donc j'ai travaillé comme plâtrier peintre. J'ai fait les marchés également, j'ai fait du commercial. Donc je crois que j'ai une connaissance assez large Ouais, du panel tu français. n'es pas un politique qui sort de l'ENA, quoi. Non, absolument Tu as les pas. pieds les deux pieds dans le réel. Absolument pas. Mais à côté de ça, j'ai pu connaître justement, depuis que j'ai été à Paris, puis aussi un petit peu à Lyon, la bourgeoisie française, la bourgeoisie, les élites qu'on évoque souvent. Et donc je vous dis, c'est ce qui me permet d'avoir, et ça je le dis sans fausse modestie aucune, c'est ce qui me permet d'avoir souvent justement une vision assez, sinon claire, au moins large, de la sociologie française. Parce que je connais vraiment du petit français de base à la grande bourgeoise parisienne, quoi. Donc voilà, ma formation intellectuelle, donc je suis catholique mais je ne suis pas pratiquant. Je suis plutôt agnostique, mes amis catholiques le savent. J'ai eu du mal à un moment dans ma vie avec la religion. Cela dit, j'ai évidemment un immense respect pour toutes les religions d'une manière générale, et mais Tu es plus, en recherche, quoi. plus spécialement du catholicisme, Catholique de parce que, culture voilà, bien sûr, bien et qui se entendu, pose encore beaucoup de questions. mais je me considère, disons, plus comme helléno-chrétien, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. J'ai plutôt une formation historique et philosophique, c'est-à-dire que pour moi, les deux écoles qui m'ont élevé, c'est vraiment l'école historique et l'école philosophique. Alors, en histoire, euh, en histoire, les grands auteurs qui m'ont inspiré, c'est l'histoire de la civilisation de l'américain de Will Durant, des gros tomes qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis en philosophie, je suis spinoziste et nietzschéen. Voilà, Et d'ailleurs, tu as fait une conférence sur et Nietzsche. hegelien un peu. Tu as Pardon? fait une conférence sur Nietzsche, d'ailleurs. Pas encore, pas spécialement sur Nietzsche. Euh, L'intitulé de la conférence que j'ai trouvé sur YouTube, c'était bien précisé que c'était sur Nietzsche, il me semble. je sais C'est plus, peut-être moi qui me je l'ai trompe. déjà évoqué bien entendu, parce que ça fait partie c'est l'une de mes grandes références. Mais après, j'ai jamais fait encore de conférence spécialement sur Nietzsche. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire une. Le livre que j'ai écrit lorsque j'avais 20 ans, qui s'appelle Le Marteau, est donc une référence directe à Nietzsche, puisque le marteau, pour ceux qui connaissent Friedrich, une référence, c'est un symbole très fort chez lui. Donc voilà, j'ai écrit un bouquin à 20 ans. Et puis j'ai fait de la politique donc au Front National en tant que directeur du Front National de la jeunesse de 2011 jusqu'à fin 2014. Et puis j'ai décidé de partir pour me lancer dans le libéral, dans le privé, avoir ma propre petite entreprise et plusieurs autres activités.
pour essayer de me confronter un peu à la vie économique, parce que j'ai estimé vu que j'étais rentré très jeune en politique, à 23 ans, eh bien, il fallait que je parte, parce que si l'on reste toute sa vie en politique, on devient un fonctionnaire du politique, et je pense que aujourd'hui, on n'a pas besoin de fonctionnaires du politique, on a besoin d'hommes et de femmes, qui ont un peu d'autres profils, voilà. Tu es satisfait de ce choix? Je suis satisfait, certaines personnes ne me croient pas, mais depuis que j'ai arrêté la politique, je ne l'ai pas regretté un seul moment. Je suis aujourd'hui libre, totalement libre. Alors j'ai des galères, bien entendu, mais il y a une chose, tu sais, la chose la plus sympa qu'on récupère quand on arrête la politique, pour moi c'est très important, et ça m'a fait énormément plaisir, c'est que on n'a plus besoin de chercher à se faire aimer des gens. C'est quelque chose de paradoxal, parce que, évidemment, tous ceux qui disent qu'ils arrêtent la politique, ils disent je suis libre aujourd'hui de dire ce que je veux, ce qui est vrai, parce qu'il y a une discipline de parti qui t'empêche, bien entendu, de dire exactement tout ce que tu penses quand tu le souhaites. Donc ça, c'est vrai, mais il y a aussi une autre chose qui est absolument géniale, que je trouve géniale, c'est que quand on est en politique, et particulièrement dans ce système démocratique, ce système médiatique en plus, avec tout ce que cela comporte, on est sans arrêt obligé, et encore une fois c'est tout à fait normal, mais on est sans arrêt obligé de chercher à se faire aimer par les gens, par son propre camp d'abord, et puis ensuite quand on a une visée nationale par tous les Français. Et donc on doit sourire en permanence, on doit dire les bons mots, des mots doux, et dire ce qui peut plaire aux gens. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Je me moque complètement que les gens m'aiment ou me détestent. Je dis ce que je veux, comme je le veux, et surtout ce que je pense. Donc, et ça, on respire quand on cherche plus à récupérer les suffrages des électeurs, qu'on ne se vend plus de cette façon. Voilà. Et d'ailleurs, tu as dit tout à l'heure que tu étais revenu dans le game. Et c'est d'ailleurs avec cette vidéo YouTube qui a fait un gros buzz, on peut le dire. C'est par cette vidéo que j'ai eu l'idée je me suis dit, tiens, et si je lui proposais un entretien mensuel, parce que j'ai senti que tu avais envie de t'impliquer à nouveau. Sur le coup de l'émotion, effectivement, cet été, j'ai voulu réagir pour dire quelque chose que je n'avais pas entendu, que je n'avais entendu nulle part. Et puis effectivement, cette vidéo a été vue, je crois, entre Facebook et YouTube cumulé, elle a été vue plus de 300 ou 400 000 fois, alors que j'étais plus rien depuis un an, enfin à part mon épisode en Syrie avec le coup de com' que j'ai fait avec Bachar el-Assad, ça faisait un an que je m'étais dit, me lançant dans l'entreprise et me lançant dans le privé, il faut plutôt que je la fasse mezzo forte, il faut plutôt que je sorte de ce système-là, et que je me fasse discret. Et en fait, les événements, la situation de la France et de l'Europe, et puis même ce que j'entends, ce que je vois, me pousse à intervenir. Je dis pas que ça apporte forcément une plus-value particulière, mais en tout cas, si on me propose, comme tu l'as fait si gentiment, pourquoi pas. Très bien. Je te propose d'entrer dans le vif du sujet en commençant la partie 1. Avec tes pronostics. J'ai plus l'habitude, hein. Ça va revenir. Moi non plus, j'ai plus l'habitude. Avec tes pronostics pour 2017, et notamment tout d'abord tes pronostics pour la campagne des Républicains, parce que c'est assez proche. Et ensuite, je vais te demander comment tu vois 2017, qui sera au second tour, etc. Alors, la campagne des Républicains, tout le monde la suit parce que, bien entendu, on considère, et sans doute à juste titre, que la personnalité qui sortira vainqueur de cette primaire des Républicains sera sans aucun doute, ou du moins avec de fortes chances, le nouveau président de la République française en 2017. Donc évidemment, cette campagne va être très suivie. Alors, si on passe en revue tous les différents candidats, donc je vais prendre les 4 plus gros, je vais prendre Sarkozy, je vais prendre Juppé, je vais prendre Le Maire et je vais prendre Fillon. Je vous dirais que des 4, à mon avis, c'est Nicolas Sarkozy bien sûr qui va gagner. Là, je l'ai vu revenir, Nicolas Sarkozy, depuis quelques mois. Je l'ai vu entrer en campagne ces dernières semaines. Et je dois dire, maintenant que je regarde les choses objectivement et que je suis plus partisan, je dois dire qu'il est très très fort, que c'est la bête politique que l'on connaît. Beaucoup de talent. Qu'il a acquis un charisme que je ne lui trouvais pas en 2007, ni même en 2012, un petit peu plus en 2012, mais quand même pas autant qu'aujourd'hui. Je trouve que le fait d'avoir pris du recul sur la politique, alors peut-être n'est-ce que de l'impresario et n'est-ce que de la comédie, avec lui, il y a sans doute des chances, mais il a acquis un côté beaucoup plus hiératique que je remarque dans sa façon de parler. Il est moins le côté Sarkozy tout excité qui bouge dans tous les sens. Il a une voix très grave,
et il paraît plus calme et plus hiératique avec ses cheveux blancs et sa façon d'être, sa posture générale. Donc ça, à mon avis, dans un contexte français où l'on se cherche un chef, dans un contexte dramatique, de peur, d'insécurité, d'angoisse, il essaye d'incarner ce chef autoritaire et charismatique de façon naturelle, et je trouve qu'il le joue bien. Après, deuxième chose, je trouve qu'il est sur un très bon créneau stratégique. Alors encore une fois... C'est toujours son créneau de campagne. Voilà, bien sûr, mais ce créneau marche depuis des années, et là, il ne peut que marcher encore plus aujourd'hui, compte tenu du contexte. Et là, en ce moment, pour moi, ce côté être dans la doxa économique, il faut plus de liberté, moins d'impôts et tout, et parler vraiment aux petits entrepreneurs, à la classe moyenne, baisser les charges, la fiscalité, et ainsi de suite, la microéconomie, adossé bien sûr à tout un discours autoritaire, du retour de l'État régalien et identitaire. C'est pour moi la recette gagnante. Je ne parle pas du fond, je parle juste de la forme. Je pense que c'est ce que les Français ont envie d'entendre et que là-dessus, il maîtrise très bien son sujet. Alors bien sûr, quand je dis qu'il maîtrise très bien son sujet, connaissant Nicolas Sarkozy, on sait qu'il le maîtrise très bien dans la forme, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, pour se faire élire et gagner des voix, mais pas forcément pour ensuite mener les politiques qui y sont liées. Donc son credo ordre et liberté, le credo orléaniste, en gros c'est celui exactement qu'il faut avoir aujourd'hui, est le bon. Mais après il y a peut-être une chose que je sous-estime, quoique, c'est la personnalité de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il a quand même des casseroles, il a quand même des casseroles aux fesses avec les affaires judiciaires. Et puis, il a été rejeté par les Français une fois, et les Français, effectivement, ne l'apprécient pas forcément d'un point de vue humain. Donc aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, dans les sondages notamment de cote de popularité, il n'est pas excessivement haut. Mais je crois que... Je me rappelle 2002, moi, avec tous les gens qui votaient Chirac en disant... plutôt l'escroc que le facho. Et je crois que Chirac, qui avait une réputation d'escroc au possible, Mitterrand également l'avait, je crois que les Français sont assez habitués en fait à avoir des hommes politiques dont ils peuvent penser qu'ils sont un petit peu corrompus, qu'ils font un petit peu des affaires à gauche à droite, et qu'ils louvoient, qu'ils sont... Voilà. Et je crois, mais je peux me tromper, je pense que les Français ne demandent pas de l'honnêteté chez un homme politique. Même si c'est une vertu, je pense que c'est pas ce qu'ils demandent en premier, et je crois qu'ils n'en tiendront pas rigueur Nicolas Sarkozy. Je pense que toute la mousse qui est faite autour de lui intéresse les journalistes de Mediapart, intéresse la classe, un télo à la limite à Paris, qui s'intéresse à tout ça. Mais moi, je viens de passer 4 mois en province, là, et j'ai vu plein de gens être intéressés à nouveau par Sarkozy, et les affaires, pour eux, ils n'en parlaient pas, ou lorsqu'ils en parlaient, c'était en rigolant. Et en gros, comme le petit français, le petit ouvrier, enfin le petit artisan ou le petit commerçant met un peu du blague de côté, que le président de la République soit un petit peu tordu à ce niveau-là, je pense que ça ne va pas les dissuader de voter pour ce personnage. Donc je pense que c'est pas vraiment quelque chose de rédhibitoire. Donc voilà, sur Nicolas Sarkozy, je pense que là, il est revenu et qu'il va sans doute gagner. Juppé, alors après sur les autres, sur Juppé et sur Le Maire, je les mets ensemble ces deux-là. Ben, Juppé, c'est typique l'inverse de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que Juppé jouit d'une cote de popularité qui est très grande. Il est sans doute très apprécié par les Français, son côté flegmatique, chiracien, sympa, calme. Mais je crois que Juppé ne correspond pas du tout à l'heure actuelle politique, c'est-à-dire à l'heure du moment. Je te dis, les Français sont à la recherche d'un homme qui puisse les sécuriser, qui puisse les protéger. Et donc Juppé, autant ils peuvent le trouver sympa, et lui accorder, et lui concéder pas mal de vertus et de qualités, que je pense qu'il ne correspond pas au moment politique que nous vivons, et que par conséquent il ne pourra pas gagner cette primaire des Républicains. Alors ce serait tout l'intérêt de Marine Le Pen que Juppé gagne cette primaire. D'ailleurs, si au Front National ils sont un petit peu retors, ils enverront sans doute, enfin ils le feront pas, mais ce serait intéressant qu'ils envoient leurs militants ou leurs sympathisants voter lors de la primaire des Républicains pour voter pour Juppé. Là, ce serait un bon moyen pour eux, parce que Juppé à la présidentielle serait un beau cadeau fait à Marine Le Pen. Bon, je mets dans le même sac Le Maire pour une raison, c'est que de ce que je sais, encore une fois je peux me tromper, mais de ce que je sais, les deux, autant Juppé que Le Maire, ont un entourage qui est
excessivement atlantiste, excessivement oui, européiste, mais vraiment américain, et avec tout ce que cela comporte. Et donc c'est des gens qui m'inspirent pas du tout confiance, et j'ai très peur de ces types-là et de leurs équipes. Et Bruno Le Maire, non, Bruno Le Maire c'est l'un des hommes politiques sans doute que je méprise le plus, je te le dis très clairement, parce que je le suis un petit peu, j'ai écouté ses entretiens, et je trouve qu'il n'y a rien, que c'est creux, c'est vide, il s'en tient toujours à des trucs abstraits, mais que je trouve complètement ridicules. À l'écouter, c'est limite je suis la paix, le bien, et je suis gentil. C'est vraiment ça, j'ai écouté des trucs l'an dernier, des entretiens à la radio qu'il faisait, mais c'était absolument ridicule. Alors cet énarque qui essayait de jouer le côté chaleureux, avec son petit sourire, son charisme d'huître, moi c'est pas du tout les hommes politiques qui m'intéressent et qui me plaisent, donc pour moi je le mets de côté, et puis même son programme n'a rien de particulièrement intéressant. Alors en revanche il y en a un, le dernier c'est Fillon. Alors Fillon, encore une fois, en prenant du recul, en n'étant pas enflammé sur la question, parce que évidemment on pourrait dire sinon que Fillon a participé des différents gouvernements qui ont participé de détruire la France, donc on devrait tous les mettre dans le même sac et dire que ce sont tous des nuls. Si on essaie de prendre un peu de distance là-dessus, je pense, de ce que je sais en tout cas, et de ce que j'ai vu, je pense que Fillon est honnête, je pense qu'il est sincère, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, et je pense également que son programme est un programme qui, parmi tous les programmes de ces candidats de droite, et même en comprenant la gauche, c'est le programme qui pourrait faire le plus de bien à la France s'il devait être appliqué aujourd'hui. Parmi les candidats républicains. Parce qu'il propose un vrai choc par rapport à l'institution, au conservatisme français, au conservatisme économique, les syndicats. Il propose vraiment un vrai vent de liberté sur l'économie française, tout à la fois en étant conservateur sur le plan sociétal, mais pas non plus bigot et complètement taré, simplement juste des bons propos sur l'immigration, sur la sécurité. Et puis également, moi, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il est sans doute le plus indépendant au niveau de la politique étrangère. Ce qu'il a dit sur la Russie et sur la Syrie, ça a été le seul homme politique, l'un des seuls, avec Marine Le Pen bien entendu, et un peu Mélenchon. Mais disons dans le corps politique centriste, gauche-droite, institutionnel, c'était le seul qui a osé dire qu'il fallait laisser Bachar el-Assad au pouvoir, je crois même qu'il a dénoncé la guerre en Libye, même s'il était à l'époque aux manettes, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais bon. Et il veut surtout un grand rapprochement avec la Russie, donc parmi ces candidats de droite, je pense que c'est le meilleur. Mais le problème avec Fillon, c'est que ce qui fait précisément ses vertus fait aussi ce qui l'empêchera d'être élu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un chef, de ce que je sais, et je le tiens de républicain très haut placé. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Il a aussi un côté flegmatique. Oui, mais c'était quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. C'est un poisson en signe astrologique, et donc il est toujours il est toujours dans la réflexion, et du coup il n'est pas capable de créer cet élan qui amène les troupes derrière lui. Il a le côté plus intellectuel. Voilà, il a le côté plus intellectuel que soldat. Gustave Le Bon, dans Psychologie des foules, a bien expliqué ce que c'est un chef politique. Un chef politique doit avoir une intelligence moyenne, il le dit clairement. C'est-à-dire qu'en fait, une trop grande intelligence, quelqu'un qui réfléchit trop, est toujours un peu dans le doute. C'est une banalité ce que je dis, mais c'est Gustave Le Bon qui l'a analysé. Est toujours dans le doute, dans la réflexion, s'interroge. Tandis que pour être un vrai leader, il faut avoir un côté bébête et en fait avoir quelques idées simples, être capable d'avancer et surtout créer cet élan derrière. Et Fillon, je le sais que pas mal de députés des Républicains qui aiment bien ses idées, qui aiment bien ce qu'il est, ont un peu de réticence à le suivre précisément parce qu'il ne se comporte pas comme un chef. Donc voilà quelqu'un qui est sans doute parmi la bande l'un des plus honnêtes et qui est sans doute celui qui a le meilleur programme. Mais personne ne votera pour lui, ou trop peu de gens voteront pour lui pour qu'il soit élu à la primaire et encore moins à la présidentielle, précisément parce qu'il n'a pas ses qualités d'acteur, d'être capable de générer de la passion qu'ont les autres. Et vu que en démocratie, c'est surtout ça qui compte, l'image, la communication plutôt que le fond, Fillon va perdre. Et c'est dommage, s'il y avait quelqu'un à sortir du lot sans dire qu'il est parfait, parce que là, il y a les gens qui vont dire ça va pas. Non, c'est que, je dis bien sûr, aucun des quatre n'est parfait, bien entendu, mais je vous dis, si on essaie de juger raisonnablement, et qu'on regarde la politique comme moi désormais je la regarde, c'est-à-dire
comme une comédie en fait. Dans cette comédie-là, il y en a un qui est un peu moins mauvais que les autres, et c'est Fillon, mais précisément il ne sera pas élu. Et donc sur les Républicains, c'est Sarkozy qui va l'emporter. Alors face à qui alors au second tour? Face au FM? Alors, mon analyse sur 2017. Alors bien sûr, très important en postulat, en prélude, au préalable. Là, je vais dire ce que je pense de 2017, mais par nature, vu que c'est une prévision, celle-ci peut être totalement fausse et peut se planter car il y a aujourd'hui bien trop d'inconnus, des choses que je ne connais pas, que personne ne connaît, pour pouvoir faire une analyse juste et parfaite, une vraie prophétie de ce qui va se passer au premier tour de 2017. Donc ce que je vais dire, c'est lié au contexte actuel et uniquement au contexte actuel. Par exemple, on ne sait pas encore combien de candidats de gauche il va y avoir au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ça va être le président François Hollande ou un autre? Est-ce qu'ils partiront éclatés ou est-ce qu'ils partiront unis? À droite, on ne sait pas si ce sera Sarkozy ou Juppé. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir une cinquantaine d'attentats dans les mois à venir. Donc il y a évidemment trop d'inconnus pour être absolument certain d'un avenir. Bon, mais maintenant, une fois avoir dit tout ça, donc là je prends mes gants, hein, je prends des gros gants, je prends des moufles. Mon analyse est celle-ci, et je l'ai évoqué avec des cadres du Front National, d'ailleurs, et qui n'ont pas trouvé si bête. Tout le monde dit aujourd'hui, en gros, que Marine Le Pen est assurée d'être au second tour. L'analyse actuelle, la plus simpliste, celle que tout le monde a, et celle que d'ailleurs nous fait accroire les sondages, c'est-à-dire toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites aujourd'hui, c'est de considérer que Marine Le Pen est de facto au second tour avec 30% en gros entre 28 et 30, et que la gauche sera éliminée du premier tour, et que le candidat des Républicains se retrouvera face à Marine Le Pen pour le second tour 2017. Voilà à peu près l'analyse classique qu'on entend partout, et c'est vrai que beaucoup de gens même se sont fait à cette idée, et donc ils ne cherchent même plus à combattre pour la première place, a priori, mais simplement pour la deuxième, derrière Marine Le Pen, ce qui permettra à celui qui arrive deuxième, de finir président de la République, Marine Le Pen n'étant pas capable, semble-t-il encore aujourd'hui, de réunir 50,01% des voix sur son nom. Bon, moi, mon analyse est tout à fait différente. Je pense, aujourd'hui, qu'il y a, sinon de fortes chances, mais en tout cas une probabilité assez forte pour que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Ah, carrément. Alors, je pensais que tu allais dire qu'elle soit en deuxième position. Non, qu'elle n'y soit pas. Alors, quand je dis ça, pour tous les fanatiques là, je dis pas je veux que ce soit ça ou j'aimerais que ce soit ça. Non, pas du tout. Ni j'aime, ni j'ai envie. Moi, je me moque de tout maintenant, de ce point de vue-là. J'essaye d'analyser froidement. Alors, il y a plusieurs choses pour comprendre cette analyse. Par quoi commencer? Premièrement, on va partir sur le candidat des Républicains. On va estimer que le candidat des Républicains, par rapport à sa sociologie électorale, les personnes âgées, une petite classe moyenne qui a voté François Hollande mais qui en a marre des impôts, qui en a marre de toutes les charges qui les ont écrasées et qui du coup vont se reporter sur le candidat de droite, qu'il soit Juppé ou Sarkozy. Et puis aussi pas mal quand même d'électeurs identitaires qui se diront le problème avec Marine Le Pen, c'est qu'il ne sera jamais au pouvoir, donc autant voter pour un candidat de droite qui au moins semble un peu plus fort sur ces questions, même s'il n'est pas aussi bon que Marine Le Pen et qu'on ne le croit pas comme on pourrait croire Marine Le Pen, il vaut mieux ça que la gauche. Donc on va dire que le candidat des Républicains est assuré de son 25-30%, ne serait-ce qu'avec toutes les personnes âgées d'ailleurs, je vais te dire, voilà. Il est assuré donc d'être au second tour. Donc après la question c'est la gauche. Si la gauche, quel que soit le candidat, Montebourg, Hollande, d'ailleurs je pense que ce sera Hollande, si la gauche parvient à ne pas partir éclaté, ne pas partir divisé, et d'avoir un seul candidat, d'avoir simplement Mélenchon à la marge, puis peut-être un parti vert qui fera 0,5 et des poussières, si la gauche parvient, avec François Hollande, à partir seule pour la campagne présidentielle, je pense que la gauche va faire ce qu'elle sait le mieux faire, et d'ailleurs la seule chose qu'elle sait faire aujourd'hui, désormais, c'est-à-dire de l'antifascisme. Que ça va être haro sur Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, ça va être haro total sur elle. Je pense qu'elle va se taper, de la part du candidat de droite, une critique de son programme économique qui va être sans pitié.
Je pense, et ça, suivez mon regard, je pense que la pauvre va devoir s'expliquer pendant toute la campagne sur les affaires qu'on a un petit peu mis sous le lit là depuis quelque temps, mais qui vont lui revenir comme par hasard en pleine campagne présidentielle, même si entre nous, ces affaires-là, 99% d'entre elles sont nulles et non avenues, c'est vraiment de la mousse, de la propagande médiatique, et qu'il y a très peu de fond derrière, mais l'affaire Jeanne, l'affaire des assistants parlementaires, ce genre de petites crottes, eh bien, ils vont lui mettre tous les jours, ils vont lui sortir un truc, Le Pen, dont on découvrira une maison de Le Pen, encore un lingot d'or ici, machin. Elle va avoir droit à toutes ces critiques, à devoir se justifier en permanence sur ces affaires-là. Et elle va prendre de la part de la gauche et du candidat socialiste un antifascisme de base, primaire, débile, mais qui a cette vertu de mobiliser, d'être encore le seul élément qui puisse mobiliser la gauche dans son ensemble. Et donc, je pense que l'électeur de gauche, qui a boudé François Hollande et qui a boudé les élections locales et intermédiaires depuis 5 ans, parce qu'il se sentait trahi par le gouvernement, par François Hollande, je pense que cet électeur de gauche, même si peut-être qu'aujourd'hui il se dit il est hors de question que je revote un jour Parti Socialiste, je pense que cet électeur de gauche, quand va y avoir toute une campagne qui sera menée pour lui dire le second tour va être un second tour entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, ce qui est, je pense, pour un électeur de gauche, l'équivalent de, je sais pas moi, d'un film d'horreur immonde devant un enfant de 2 ans. Je pense que ça, quand on va lui dire, si on n'est pas capable de se réunir, nous la gauche, eh bien, la conséquence va être Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy au deuxième tour. L'électeur de gauche va être, par réflexe pavlovien, ira voter pour le candidat de gauche. Il y a encore beaucoup d'électeurs de gauche. Alors justement, c'est là où je veux revenir par rapport aux chiffres. Je te disais tout à l'heure que Sarkozy ou Juppé, mais je pense plus Sarkozy, est assuré d'un 25-30%. La gauche, si elle arrive à bien mener cette politique, en attaquant Sarkozy sur le côté judiciaire, en attaquant Marine Le Pen sur le côté judiciaire, et sur le côté antiraciste, antifasciste, la gauche peut faire ses bons petits 25%. Et si la gauche fait ses bons petits 25%, eh bien, il se peut quand même que Marine, avec tout ce qu'elle va se prendre dans la tête malheureusement, hein, pour ceux qui soutiennent à fond le Front National, je pense qu'il est possible que Marine soit à 23-24, et que la gauche, par un miracle et par une campagne dévastatrice sur l'antifascisme, et surtout cet argument dévastateur, mes petits cocos de gauche, même ceux qui suivent Mélenchon et tout, et bien si vous votez pas pour le candidat du PS, il y aura un second tour Marine-Sarkozy, et ça je pense que ça va être très mobilisateur. Et d'ailleurs du coup je crois que Mélenchon va être pris dans un piège total. C'est qu'on dit aussi énormément que Mélenchon va faire un gros score, qu'il a récupéré et qu'il va récupérer beaucoup de déçus du hollandisme. Mais je crois qu'en fait, quand Hollande, qui est un malin de première, qui est un vrai tacticien, même si c'est un politique de nul, mais c'est un homme politique, c'est pas un homme, c'est juste un politique, voilà, il faut faire la distinction. C'est un politicard, donc, mais c'est pas un homme. Et bien, en revanche, c'est un très bon politicard, donc c'est un fin tacticien, et je pense qu'il va prendre Mélenchon au piège, parce que quand il va lancer sa campagne antifasciste contre Marine Le Pen, eh bien Mélenchon, qui est là-dessus un imbécile, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, c'est quelqu'un d'intelligent, mais là-dessus c'est un imbécile parce qu'il va être pris dans son réflexe pavlovien de gauche également, et il va rentrer dans la campagne antifasciste avec Hollande pour attaquer l'extrême droite, comme il avait fait en 2012 d'ailleurs, alors qu'il aurait mieux fait de se garder d'attaquer Marine Le Pen pour récupérer un peu de l'électorat populaire, mais non, mais ça c'est leur côté réflexe de gauche, ils ne peuvent pas s'en empêcher, donc il va être obligé de rentrer dans ce système-là. Et en fait, les fruits vont être récupérés par François Hollande, ou Valls, ou le candidat qui sortira pour la gauche. Et donc, tout ça mis bout à bout, je vous dis encore une fois, dans le contexte actuel, par rapport à aujourd'hui, tout ça mis à bout fait que je pense que Marine Le Pen a des chances de n'être pas au second tour, contrairement à tout ce qui est annoncé. Et justement, j'aimerais parler avec toi de la stratégie actuelle de Marine Le Pen, parce qu'on la sent qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus modérée. Et de ce point de vue-là, Sarkozy fait beaucoup mieux qu'elle. Donc, est-ce que tu as un avis sur cette stratégie? Et est-ce que pour toi, en faisant ça, elle prépare justement le second tour face à Sarkozy, en se positionnant comme plus modérée et susceptible d'attirer des électeurs du centre ou de la gauche? Non, moi je trouve que, enfin, j'ai pas cette analyse-là. Je sais que dans les milieux nationaux, les milieux, tout ça, beaucoup disent ah, Marine joue la carte de la France. J'ai vu que Zemmour disait ça aussi d'ailleurs, joue la carte de la France apaisée, alors que la droite fait beaucoup de démagogie là-dessus. Là, je pense que Marine
Et Florent Philippot ont raison, ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes sur ces sujets-là. Ce qu'il faut que Marine gagne et son équipe, c'est le côté plus professionnel et plus hiératique, justement. Et il y a encore des défauts de communication que je trouve qui font qui font pas très professionnels. Bon. Mais là-dessus, moi je trouve qu'ils ont raison de jouer plutôt une carte de l'apaisement dans leur discours, pas besoin de monter aux extrêmes. Non, pour moi le vrai défaut de la stratégie de Marine Le Pen, qu'elle a depuis des années et que bon, maintenant elle l'a choisi, donc j'ai bien vu qu'il était impossible de l'en faire changer. Peut-être me trompais-je d'ailleurs, peut-être qu'elle va changer au cours de cette campagne, ou peut-être après la campagne, j'en sais rien, on verra bien. Mais je pense quand même, je suis désolé, cet argument est peut-être bateau, mais je pense quand même que le Front National a mis 30 ans pour convaincre les Français que l'immigration n'était pas forcément une chose positive. Et au moment même, et pour cela il s'est fait critiquer, il s'est fait traiter de facho, de xénophobe et de tous les noms d'oiseaux, et au moment même où les Français sont enfin convaincus du thème principal du Front National, c'est-à-dire l'immigration, c'est le moment que choisit la nouvelle équipe dirigeante du Front National pour ajouter à leur thématique une thématique anxiogène également, qui est la thématique souveraino-souverainiste et de l'anti-Union européenne, anti-euro. Ce qui fait que le Français, qui est quand même pas connu pour son courage depuis quelques décennies, déjà pour lui de voter Front National, ce serait déjà un saut dans l'inconnu, une aventure, ne serait-ce que sur le programme anti-immigration, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça, donc il se dirait peut-être que cela va générer de la violence, peut-être qu'il va y avoir des conflits dans les banlieues quand on va devoir expulser des personnes d'origine immigrée et tout ça, donc ça fait peur. Et en plus, on lui ajoute, et on sortira en 6 mois, comme ils disent, parce qu'ils expliquent les choses assez mal, en général, en 6 mois, on sort de l'euro, on sort de l'Union Européenne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la politique et les idées, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est la démographie, c'est la sociologie électorale. La sociologie électorale aujourd'hui en France, c'est que l'âge médian de l'électeur moyen en France, c'est 55 ans. C'est-à-dire que vous avez la moitié d'électeurs qui ont plus de 55 ans et la moitié qui en ont moins. Et dans la moitié qui en a moins, en plus, il y a beaucoup d'abstention, beaucoup plus en tout cas. Donc celui qu'il faut convaincre, si on veut se faire élire, c'est le vieux. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est celui qui a plus de 55 ans. Et donc, par là, du moment qu'on a compris ça, c'est très simple. Plus on ajoute du facteur anxiogène à des facteurs anxiogènes, moins on aura de votes chez les personnes âgées. C'est simple comme bonjour, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour comprendre ça. Et c'est là, c'est ce que je veux préciser, parce que du coup, il y a plein de gens qui ne comprennent pas grand-chose, qui me disent, quand je dis qu'il ne faut pas trop parler de l'euro, pas trop parler de l'Union Européenne, qu'il faut simplement se tenir à un discours eurosceptique sur la question, oui, quand on sera élu, on renégociera les traités pour l'intérêt de la France, ou quand je serai élu, moi je me fais entendre ma voix dans l'Europe, puis après, une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut, mais voilà, je pense qu'il faut s'en tenir juste à ce discours-là. Il y a plein de gens, bien intentionnés, qui m'écrivent à moi ou à d'autres, pour ceux qui, je suis pas le seul à tenir ce discours, qui disent mais tu dis n'importe quoi, c'est l'ennemi, c'est le danger de l'Union Européenne, on peut rien faire, même y compris contre les migrations d'ailleurs, donc il faut parler de l'Union Européenne et tout. C'est à quoi je réponds, déjà d'une les gars, vous ne m'apprenez rien. J'ai fait toute la campagne de 2012 en tant que porte-parole, qui était une campagne essentiellement portée sur les thèmes européens, en tout cas pour ceux qui ont porté au Front National. Donc des débats, j'en ai fait plus que la plupart d'entre vous, contre des gens qui étaient européistes. J'ai écrit un petit livre sur l'Union Européenne pour expliquer à quel point elle était malsaine. Je pense fondamentalement que l'Union Européenne est une construction qui est néfaste pour les nations et pour l'Europe. Je connais ses mécanismes, j'ai même des angles d'attaque que je voulais utiliser contre l'Union Européenne qui ne sont pas utilisés par les souverainistes. Donc je n'aime pas l'Union Européenne et je pense que l'euro était une immense connerie. Une fois qu'on a dit ça, j'en reviens à ce que je dis, c'est-à-dire à la politique, c'est-à-dire à la stratégie, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire pour être élu. Si vous voulez faire de la philosophie, si vous voulez chercher la vérité, faites de la philosophie, malheureusement ne faites pas de politique, surtout dans un moment démocratique, où la communication prime, où les gens sont de plus en plus abrutis parce qu'ils lisent moins et qu'ils sont branchés aux chaînes d'information et tout ça. Bon, bref, ne faites pas ça. Faites de la philosophie, écrivez vos bouquins pour parler de ce qui vous paraît être la vérité, mais la politique, c'est comment on se fait élire. Et comment on se fait élire dans un pays qui a plus de la moitié des électeurs qui ont 55 ans. Eh bien, on essaie de les apaiser le plus qu'on peut, sans parler de l'euro où tout s'y flippe sur leur compte en banque avec l'inflation et tout le reste, sans parler de l'Union Européenne où pour un Français de cette génération, l'Union Européenne c'est l'Europe, c'est donc la paix.
Et en plus, en y ajoutant l'immigration. Là, on avait enfin convaincu les Français sur l'immigration. On est encore dans un moment, et ce moment durera peut-être pas, enfin, durera sans doute pas de vita aeternam, ne serait-ce que par rapport à la démographie. On est encore à un moment où il y a 70% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés. Un jour, pour des raisons démographiques, il y en aura moins, si je viens mon regard, tu comprends. Donc, au moment où on pourrait faire une union sacrée sur le sujet, en parlant moins des questions, comme disait le général de Gaulle, d'ailleurs, la logistique suivra, quoi, l'intendance suivra. Donc en restant plus dans la doxa à ce niveau-là, et en disant ce que les gens veulent entendre, et en arrivant simplement à convaincre une majorité d'électeurs sur ce sujet extrêmement important qu'est l'immigration, et bien à ce moment-là, on a un mouvement qui a décidé de vouloir aller au bout de sa recherche de la vérité, et donc de parler de l'Union européenne, mais c'est les raisons qui feront qu'il ne sera sans doute pas élu. Voilà. Et je trouve ça quand même dommage, et d'aucuns pourraient penser peut-être que c'est une petite trahison. Cela dit, Marine Le Pen est une candidate qui a beaucoup de qualités. Je pense que c'est une femme qui est honnête, ce qui est rare en politique. Vraiment, elle est profondément honnête. Et il se peut aussi que le Front National mène une super campagne avec des éléments qui, là, il y a des éléments qui rejoignent le Front en ce moment, qui viennent de droite, qui viennent d'autres univers. Il se peut qu'elle mène une super campagne et qu'elle me laisse con et bête, hein, en la regardant en disant bah, bravo Marine, là elle est forte, et je lui souhaite, moi, je serais content de me planter. Voilà. Je pense que le message est passé. Donc, on va revenir sur l'été meurtrier avec l'attentat de Nice et puis le prêtre égorgé en Normandie. Rapidement, puisque c'est quand même un sujet qui date un peu, mais il faut quand même en dire un mot. Et je vais élargir au terrorisme et aux islamistes. Quelle est selon toi la réponse à apporter justement à cette menace terroriste qui aujourd'hui nous fait tant défaut? Bon, la menace terroriste en France, pour répondre vraiment à cette question, il faudrait entrer dans tous les sujets qui demandent plus de réflexion et plus de profondeur intellectuelle, c'est-à-dire ceux que tu veux évoquer en deuxième partie, parce que si on reste simplement sur l'écume des choses, on a affaire à des jeunes. Il y a toute une catégorie, un loupen prolétariat en France de banlieue, qui a été et qui est, parce que c'est pas toujours de la faute des autres, c'est peut-être aussi de leur faute. Bien sûr qu'il y a les manipulations, bien sûr qu'il y a l'éducation les Trotskar, l'éducation de merde qu'ils ont reçue, et puis le monde avec la télé, l'internet et tout ça qui crée des débiles chaque jour que Dieu fait, mais aussi avec leur propre dynamique qui leur sont propres à eux. Il y a toute une génération de crétins, vraiment d'imbéciles. Je dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui sont très bien, j'en connais qui sont vraiment très bien, mais il y a une génération de crétins parmi les Français de souche, comme parmi les jeunes de banlieue. Bon, il se trouve que quand un Français de souche est un crétin, il est plus, c'est fait plus que la génération énergie 12, plus le côté babtou fragile, donc il pense pas à se faire péter, il pense plus à son petit nombril et à ses fesses. Mais il se trouve que dans les banlieues, quand on est vraiment un crétin, on est dans une angoisse, une recherche identitaire qui fait qu'on peut se rapprocher de thèses extrémistes sur l'islam. Et je pense que le côté terrorisme est moins un côté religieux qu'un côté identitaire, hein. Nous entrons évidemment dans un monde dont l'identité va être un des moteurs de l'histoire. Il l'a toujours été, mais là, l'identité identitaire au sens communautaire va être très fort. Et donc, dans la situation en plus de crise économique qui n'arrange pas, dans une situation où l'État français est en déliquescence totale et ne fait plus rêver personne, on va nécessairement avoir, avec le contexte international également, des jeunes qui se sentiront malins et forts en allant tirer sur des innocents. Je pense qu'on ne pourra pas y couper, je pense qu'on peut rien faire, et que la France n'a pas l'énergie nécessaire et la violence nécessaire. Et quand je dis violence, c'est pas forcément la violence physique, c'est la violence mentale, d'être capable d'aller voir tous les radicaux et vraiment de les mettre au pli et au pas. Je pense qu'ils n'en sont pas capables et que l'État même préfère dealer. Moi, les informations que j'ai, je l'ai déjà dit, c'est que l'État préfère dealer avec les salafistes et avec les extrémistes. Alors, sur la scène internationale, c'est connu, avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, hein, très clairement, mais également à l'intérieur, parce qu'ils se disent, plus on va les ménager, normalement, en arrêtant vraiment les pires des pires, ceux qui vraiment dépassent les bornes, si on les ménage, peut-être qu'il y aura pas trop d'attentats. Par exemple,
l'exemple de la mosquée, il y a encore plein de mosquées salafistes et extrémistes qui sont ouvertes en France. La question que n'importe quel cerveau raisonnable se pourrait se poser, c'est pourquoi ces mosquées sont-elles encore ouvertes après les attentats que nous avons connus? Pourquoi? Normalement, regardez les Marocains ou les Algériens, quand il y a une mosquée salafiste et extrémiste qui s'ouvre, ils te la ferment en 2 secondes, la mosquée. Pourquoi en France on les laisse? Parce que là, on est en face d'un État qui est faible. Et on est en face d'un État qui n'ose pas prendre de risques par rapport à sa population. Pourquoi? Parce que nos pouvoirs, vu qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est de se faire réélire, et donc d'avoir un bilan où il y a eu le moins d'attentats possible. Et donc ils savent que quand vous avez une mosquée salafiste, eh ben, soit je vais la fermer, mais je sais qu'en la fermant, bah, du coup je vais énerver pas mal de personnes immigrées et musulmans en disant « Ah, ils nous ont fermé notre mosquée, donc ça créera peut-être une initiative d'aller se faire péter quelque part. » Alors ils préfèrent aller dans les mosquées salafistes en disant « Vous, on vous laisse tranquille, mais en revanche, donnez-nous les noms, si jamais il y en a un qui pète un petit peu un plomb, tout ça. » Et donc, c'est un petit peu, je suis désolé, on rentre dans une logique qui est celui du livre de Houellebecq, c'est-à-dire de soumission. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe dans Soumission? C'est que les Français, las de ces violences intercommunautaires, de ces attentats, eh bien, finissent par se dire « Donnons-leur ce qu'ils souhaitent pour qu'on arrête de voir du sang couler dans la rue, quoi. » Et donc voilà, sur les attentats que nous avons connus cet été, je te dis, on va en connaître d'autres parce que tout y pousse. À la fois les crétins que nous avons en France qui se comptent quand même par milliers, et puis la situation internationale, la situation économique et tout ce que tu veux, et puis aussi l'incapacité de l'État français à y répondre sérieusement et profondément. Donc on va rester sur l'actualité de cet été, avec un sujet qui a été beaucoup médiatisé, qui est la fermeture des raffineries. Ça, c'est une question d'un auditeur. Pensez-vous que la France est l'otage des syndicats? La France est un vieux pays composé en majorité de personnes âgées, enfin de vieux, Comme beaucoup de pays européens. comme beaucoup de pays européens, qui s'accrochent à des conservatismes d'autant plus absurdes que ces conservatismes sont ceux-là même qui ont amené à l'état de déliquescence globale du pays. Voilà en gros la situation française. Et d'un point de vue économique, évidemment que la France est bloquée, on l'a vu avec la loi El Khomri, on l'a vu avec tout ça. Alors j'aimerais réfléchir à quelque chose sur le sujet, c'est que tous ces syndicats et tous ces conservateurs de gauche qui veulent en rester à la situation actuelle, déjà on peut soulever quand même un petit paradoxe, c'est que ce sont des gens qui râlent, et qui râlent à juste titre, du chômage qu'il y a en France, qui est immense, de la paupérisation de la population, et de la souffrance et de la misère sociale que la France connaît. Et en refusant toute loi, toute avancée, tout changement économique, ils veulent finalement en rester à ce qu'ils dénoncent pour autant aujourd'hui. C'est-à-dire cet état, ce consensus que nous avons avec nos vieilles lois, nos vieux règlements, notre vieux code du travail, qui, à mon avis, qu'on le veuille ou non, n'est plus adapté. Et s'il est plus adapté, c'est pas que parce qu'il y a des gros méchants à New York et à Wall Street qui manipulent tout et qui ont décidé de paupériser toutes les populations suivant un plan, c'est un plan prévu depuis une longue date, mais c'est aussi pour une raison que peu de gens évoquent, et surtout les marxistes, que les marxistes n'évoquent pas, alors que c'est censé être le fond de leur réflexion, c'est-à-dire aussi les avancées technologiques. Les avancées technologiques, le smartphone, la robotisation, la rapidité des communications, des transports, ont fait que nous sommes aujourd'hui dans une transformation globale, pour ce qui est des pays occidentaux et modernes, une transformation globale de notre tissu économique. Et nous sommes en train de vivre les soubresauts, les coups d'un bouleversement économique lié quand même en grande partie au changement technologique que nous connaissons. Est-ce qu'un exemple qui pourrait illustrer ça, ce serait Uber par rapport au taxi? Exactement, on parle de libéralisation de l'économie. Donc toutes ces professions qui étaient réglementées, que nous connaissions, avec un code de travail établi, qui était fait pour du salariat classique type années 70, avec des gens qui faisaient toujours le même travail de 18 à 60 ans. Tout ce système social que nous avons, et que l'on le veuille ou non, est dépassé. Et ce qui est marrant, c'est que les marxistes
Donc quand même, encore une fois, l'un des principes de base, si je ne m'abuse, c'est précisément de considérer que l'histoire et les superstructures évoluent précisément en fonction des évolutions technologiques. On passe de l'ère féodale à l'ère bourgeoise, parce qu'on passe du champ, de celui qui labore son champ, à l'usine, on passe, et ainsi de suite. Toute l'histoire, d'un point de vue marxiste, change, les formes politiques, les superstructures politiques changent, parce que les moyens de production, et parce que la technologie évolue. Et la façon dont qu'ont les marxistes, quand je dis marxistes, c'est tous les socialo-gauchistes, tous les gauchistes ou conservateurs qui n'ont même pas conscience qui connaissent même pas Marx, eh bien, veulent combattre le monde à venir, le monde que l'on voit se développer sous nos yeux, avec des arguments du passé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il serait très pertinent de chercher à comment conserver une dignité du travailleur, une certaine dignité sociale à tous ces travailleurs qui sont maintenant plus privatisés, qui sont autonomisés. Le fait qu'on s'oriente beaucoup plus vers de l'entrepreneuriat privé et particulier sur chaque être humain, qu'on casse ces systèmes de salariat avec des horaires classiques, avec une vie toute tracée dans une même usine ou dans un même bureau, qui sont encore une fois liés peut-être, et j'en parlais tout à l'heure, à la grande finance et tout ça, mais surtout aussi parce que le monde change et c'est naturel que l'histoire évolue là-dessus, et que nous avons d'autres conditions technologiques. Et je trouve que les marxistes sont vraiment d'une imbécilité crasse aujourd'hui, c'est que personne ne songe à ce monde-là. Personne ne songe à comment est-ce qu'on pourrait penser un socialisme à travers l'ubérisation de l'économie. Non, eux, tout ce qu'ils font, ce qu'ils se contentent de faire, c'est refuser en bloc toutes ces évolutions. Seulement, mes cocos, excusez-moi, jamais l'histoire n'a refusé, longtemps en tout cas, des évolutions. Et donc, à évolution technique, doivent répondre nouvelles formes d'organisation politique et nouvelles formes d'organisation sociale. Nous vivons une transformation économico-sociale en ce moment, à bien des titres, et sans parler de la question identitaire, qui va être très forte et qui va peser là-dessus d'ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau économique, nous vivons une transformation. Et donc, les penseurs qui veulent aborder le monde de demain, et les politiques qui veulent aborder le monde de demain, doivent essayer de réfléchir à ce monde qui se crée et que nous vivons, plutôt que de simplement regimber en permanence et vouloir s'accrocher au monde des années 70, parce que vous pourrez tenir peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais ce monde vous passera dessus, mes amis. Il vous passera tous dessus. Donc soit on s'adapte et on évolue, en essayant encore une fois d'essayer de garantir le plus possible de dignité aux travailleurs, social, mais comment peut-on le faire dans cette nouvelle forme-là? Ça c'est intéressant, plutôt que de se dire on refuse tout en bloc et on en reste bien ancré, bien conservateur sur ce que la France connaissait comme acquis sociaux, comme code du travail et comme tout cela des années 80. Voilà, et je vous dis, le monde, enfin je te dis, je parle à la fois au public, à toi, tout ce monde-là nous passera dessus, voilà. Donc vraiment de Mélenchon et parfois, hélas, à Marine Le Pen, ce côté simplement du non au monde à venir, c'est un non qui a une certaine noblesse, hein, mais ça peut être... et d'ailleurs, il trouve son électorat, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie du tout du monde qui arrive, ils veulent rester, à se dire, ils veulent même retrouver le monde d'avant. Mais je pense que ça n'a aucune espèce d'efficience réelle pour les années à venir, et que si on veut être dans le concret, dans le pragmatique, il va falloir songer un petit peu autrement. Voilà, donc sur les syndicats qui bloquent, voilà ma réponse. Et on va maintenant te poser une question qui n'a rien à voir avec l'actualité, quoiqu'on va revenir au sein de cette question sur l'évacuation de Sainte-Rita. Tu as dit que tu étais catholique de culture, que tu avais été élevé chez les Bonnes Sœurs. Quel est ton avis sur l'Église actuelle, c'est-à-dire l'Église moderniste, et sur le pape François, qui l'incarne? Sur le pape François, j'étais un petit peu... j'ai été beaucoup déçu, mais parce que je m'attendais à beaucoup. C'est qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais le pape François est un jésuite. Et ça faisait longtemps, je suis pas du tout un spécialiste, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jésuite à la tête de la papauté, à la tête de l'Église. Et moi, j'ai souvenir, parce que à cause de mes connaissances historiques, j'ai souvenir justement que les jésuites étaient un peu l'armée d'élite du catholicisme, qu'on a utilisé pour faire une contre-réforme quand le protestantisme est arrivé, y compris d'ailleurs au XIXe siècle contre le laïcisme et contre le côté républicain dur qu'il y avait en face. Et donc les jésuites, pour moi, c'était un peu les chevaliers intellectuels du dogme catholique. Et donc, en tout cas, historiquement, c'est le cas. Et donc, quand j'ai appris qu'un jésuite était à la tête de l'Église catholique, je me suis dit, il y a tellement d'hérésies
de leur point de vue, du point de vue catholique, à combattre, par rapport au dogme catholique. Encore une fois, le cosmopolitisme que nous connaissons, la laïcité, l'islam en Europe, excusez-moi, voilà, tout ça, qui sont quand même des forces très puissantes en Europe et en France. Je me suis dit, ça va être intéressant de voir un jésuite, c'est-à-dire un type qui va combattre, qui va être vraiment offensif sur toutes ces questions. Et puis, au final, qu'est-ce qu'on voit avec le pape François? On voit quelqu'un qui, quand même, privilégie beaucoup plus le côté chrétien que je n'aime que très moyennement, c'est-à-dire celle qui amène au martyr, très clairement. Faut pas se leurrer, il y a une maxime qui dit qu'on n'est jamais autant chrétien que la veille de sa mort. Et beaucoup disent aujourd'hui que l'Europe, en lavant les pieds de tous les migrants qui entrent en Europe, en France, et en étant toujours du côté de l'autre, avec un grand A, cette religion de l'autre qui a remplacé la religion du dogme catholique, cette religion de l'amour de l'autre, eh bien serait la vraie essence pure du christianisme. Voilà. Et d'ailleurs, le pape reçoit en permanence des éloges d'Edoui Plenel, de Jean-Luc Mélenchon, tout ça, ce qui veut dire quelque chose. Et dans la philosophie de Nietzsche, les Edoui Plenel, alors si on est nietzschéen, les Edoui Plenel, Mélenchon et tout, sont les héritiers du christianisme, dans la mesure où ce sont les êtres du ressentiment, toujours du côté de l'autre et du petit, du faible et tout ça. Et donc beaucoup disent que le pape François est un vrai chrétien. Voilà. Alors il y retrouve l'origine et l'essence pure du christianisme. Et donc l'Europe, on pourrait se dire, donc avec la maxime que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est jamais autant chrétien qu'à la veille de sa mort, que l'Europe serait en train de redevenir chrétienne. Nietzsche dit bouddhiste, c'est-à-dire vraiment s'occuper d'être trop sensible aux questions liées à l'amour, à l'ouverture et à la tolérance et toutes ces conneries. Et donc cet état de fait, moi, ne me plaît pas parce que moi je ne juge pas, et là je l'assume totalement, moi je ne juge pas les choses dans le monde terrestre, je ne juge pas les choses d'un point de vue nécessairement catholique. Moi, pour moi, mon combat c'est l'Europe, c'est l'Europe dans sa civilisation. Je crois que l'un des plus grands cadeaux de Dieu à l'humanité et au monde, même à la nature, a été justement la civilisation européenne, ses musiciens, ses intellectuels, ses bâtiments, son esthétique liée de sa population également, qui est belle comme tout, sa culture, ses écrivains, ses philosophes. Je pense que c'est la chose la plus belle sur Terre et qui a une raison, pour moi en tout cas, et qui a une raison à cela. Et donc, moi, je sais que le christianisme et le catholicisme en particulier fait partie de cet héritage européen et constitue un puissant et une belle colonne de cette civilisation européenne. Donc, c'est pour ça que j'invite tous les catholiques à être avec moi dans ce combat-là, pour ceux qui le partagent. Mais après, si un catholique ne partage pas ce combat-là, je n'aurai aucune pitié à le foutre dehors. Et le problème, c'est que, je suis désolé de le dire, mais le pape ne m'apparaît pas aujourd'hui comme étant quelqu'un de notre côté, dans la défense de la civilisation européenne. Voilà. Du coup, est-ce que tu te sentirais plus proche de la tradition avec un grand T concernant le catholicisme? Oui, mais moi Parce qu'il y avait un côté identitaire aussi dans la tradition et Bien sûr. Il semblerait qu'il ait été oublié aujourd'hui. Bien sûr. Je ne veux pas parler de religion. Hein. Là-dessus, je suis peut-être d'ailleurs has-been de ce point de vue-là, parce que maintenant la religion revient à fond. Mais moi, je suis laïque. Je me moque à peu près de ce que les gens ont au fond de leur cœur d'un point de vue spirituel, dans leur eschatologie, où est-ce qu'ils se voient après leur mort et tout ça. Là-dessus, voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qui est prêt à vouloir faire survivre une civilisation qui est assez belle quand même. Voilà. Donc les catholiques, évidemment, devraient participer de ce combat-là, parce que si cette civilisation meurt, ils vont mourir aussi, mais il y a le goût du martyr chez les chrétiens, donc ils m'inquiètent de ce point de vue-là. Donc voilà, moi je ne juge pas, chacun sera jugé à sa mort, et par rapport à par rapport à ses actes, et chacun se démerdera comme il pourra. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de l'évacuation de l'église Sainte-Rita? On remarque quand même effectivement qu'il y a de plus en plus de catholiques, j'en vois plein, des jeunes catholiques et tout, qui commencent à reviriliser leur discours, et sinon leur discours, parce que limite le discours on s'en fout, mais leur attitude, l'attitude compte plus que le discours et les idées d'une manière générale, comme disait Montesquieu. Donc l'attitude de certains jeunes cathos me paraît bonne, dans la mesure où il faut être des hommes et ils se comportent en hommes.
Donc ils sont prêts à défendre leur église. Moi je trouve ça plutôt bien. Après moi voilà, évidemment, en tant que défenseur de la civilisation européenne et de l'héritage, je défendrai toujours une église, surtout si elle va se faire remplacer par un supermarché quoi, ou un parking, c'est une évidence. Donc voilà, bah, que les cathos. Mais je ne veux pas donner de leçons. Je veux dire, je suis pas un spécialiste de théologie et je suis mal placé pour donner des leçons de ce point de vue-là religieuse. Donc la seule chose que je dis, c'est moi, à l'aune de mon propre jugement, c'est est-ce que les cathos peuvent être des alliés, et il y en a beaucoup, et des amis, il y en a beaucoup, dans le combat pour la civilisation européenne. Le reste m'importe peu. Je vais te poser maintenant quelques questions sur quelques sujets internationaux, si tu veux bien. Alors, il y a un auditeur qui veut connaître ton avis sur les élections américaines, tes prévisions sur les élections américaines et ton avis sur Donald Trump, du point de vue de son programme, de sa personnalité, etc. J'ai discuté avec un journaliste du New York Times qui était à Paris, qui voulait me rencontrer. J'ai discuté avec lui du cas américain. Il m'a appris beaucoup de choses. Notamment sur Donald Trump, parce qu'évidemment, lui, c'était une caricature qui était pro Hillary Clinton, mais c'était quelqu'un au demeurant d'assez intelligent. Et il me disait que le souci qu'ils avaient avec Donald Trump, c'est qu'en fait, ils le connaissent depuis assez longtemps. C'est quand même un personnage public. Et il a toujours dit un peu tout et son contraire. Et qu'en fait, ils ont du mal à le croire. C'est-à-dire, même ceux qui sont contre ses idées, celles qu'il déclame aujourd'hui, ils le regardent plus avec une ironie et le voient comme quelqu'un de pas sérieux. Parce qu'il paraît qu'il y a un an, notamment sur certaines idées, il m'a fait la confidence, qu'il l'avait interviewé il y a un an, il avait dit l'inverse et tout, donc... Du coup, ce sera un troll en quelque sorte. Non, je pense que c'est un personnage complètement un peu dingo. C'est pas le sauveur de l'humanité. Mais bon, il peut y avoir des bonnes surprises après, hein, là-dessus à voir. Mais il est certain, une fois qu'on a parlé de ça, il est certain qu'entre Hillary Clinton et Donald Trump, dans le discours, si on s'arrête simplement au discours sans penser aux arrière-pensées qu'ils peuvent avoir et sur ce qu'ils feront précisément, il est évident que pour l'intérêt et de la France et du monde, il vaut bien mieux Donald Trump. Parce que si Donald Trump ramène les Américains en Amérique, qu'il arrête notamment de s'ingérer dans toutes les affaires internationales et à vouloir bombarder un peu tout le monde, comme le souhaite Hillary Clinton, dont on sait qu'elle est la candidate des lobbies et la candidate de Wall Street, et donc de la Fed et toute cette histoire, eh bien Donald Trump, on a beaucoup plus intérêt à ce que Donald Trump soit élu. Puis en plus, d'un point de vue symbolique, parce que la portée du symbole est forte, hein, surtout dans le retentissement qu'une élection américaine peut avoir dans le monde, il est clair que Donald Trump, incarnant ses volontés américaines de souche, ses volontés de cette Amérique profonde, comme on dit, face à la superclasse, face à l'élite américaine, il est évident que chaque pourcentage que pourra faire Donald Trump, c'est une force symbolique, c'est un vrai message qui est envoyé. Donc là, à partir de là, on peut espérer que Donald Trump fasse le plus gros score possible, voire qu'il soit élu, parce que ce serait un message envoyé au monde, et notamment aux maîtres du monde, ceux qui, la nouvelle oligarchie, on va dire aristocratie, on va dire oligarchie, qui serait intéressant. Là, c'est qu'aussi les petites gens, les gens du peuple, qui vivent dans l'Amérique profonde, comme on a le même problème en Europe, dans les territoires, non pas perdus de la République, mais paumés de la République, dans les campagnes, quoi, ben, on a aussi des choses à dire et qu'on constitue un petit peu aussi les piliers de nos civilisations. Donc voilà, c'est sûr que des cas comme Trump, avec tous les défauts qu'il a, sont des cas à suivre, parce que il incarne quelque chose de fort, et sa victoire incarnerait quelque chose d'immense. Et puis, là, je vous ai parlé du côté un peu guignolesque qu'il peut avoir, mais moi j'ai quand même regardé quelques-unes de ses entretiens, qui sont jugés avec un mépris impossible par les journalistes français la plupart du temps, mais il est loin de dire que des conneries. Et notamment sur la politique internationale, je te dis, il est très intéressant. En tout cas, il fait beaucoup moins peur que l'hystéro d'Hillary Clinton, qui est entouré aujourd'hui de tous les néocons, ceux-là même que dénonçait la gauche française il y a quelques années encore. C'est-à-dire que c'est pour ça que la gauche, est souvent, les médias, ils ont que des réflexes pavloviens, ils ne pensent plus. Quand ces néocons étaient autour de George Bush, c'était le diable, et que maintenant ils sont autour d'Hillary Clinton, et c'est Dieu, et c'est super. Donc bon, Tu as parlé de messages envoyés au monde en cas de victoire de Trump. Il y a un autre message qui a été envoyé, peut-être pas au monde, mais en tout cas à l'Europe, c'est le Brexit. Quel est ton avis sur le Brexit ?
Alors, tu as tout à fait raison de faire ce lien-là. Il est clair que le Brexit a surtout une portée symbolique. Et je dirais surtout, Surtout, et presque exclusivement. les Anglais ont affirmé on peut le faire. Oui, mais presque exclusivement une portée symbolique. Parce que la réalité du Brexit, je crois que ça n'aura pas énormément d'incidence et je pense même que ce sera un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'en réalité, le Brexit, comment dire? Il y a pas mal de choses à dire sur le Brexit. Les Anglais n'ont jamais été dans l'Europe, ça on le sait, n'ont jamais été européens, mais même au sujet de l'Union européenne, ils n'ont jamais été véritablement dans l'Union européenne. On sait qu'ils ont toujours eu un statut à part, un statut particulier, et les Anglais ont toujours négocié les traités européens de telle façon qu'ils respectent très souvent leurs intérêts. Donc les Anglais n'avaient pas l'euro, n'ont toujours pas, enfin n'ont pas l'euro, les Anglais avaient des privilèges vis-à-vis de cette Union européenne, et donc ils avaient déjà un statut à part, et le fait qu'ils sortent de l'Union européenne ne change pas grand-chose. En réalité, la seule chose qui compte dans cette histoire, c'est le passeport européen de la City. C'est-à-dire que le seul élément vraiment important, et dont on va suivre un petit peu les tribulations là, dans ces prochains mois, c'est la City. La City, on le sait, est une place forte financière mondiale, et aujourd'hui elle jouit d'un passeport européen qui lui permet donc d'être à la fois une plateforme mondiale, mais également européenne, à récupérer énormément de capitaux qui viennent des pays européens. Les européistes, voyant la victoire du Brexit, de la sortie de l'Angleterre, ont menacé de retirer à la City le passeport européen. Et effectivement, là, je le tiens d'un grand financier, ça, ce que je te dis là. Les financiers du monde entier, et donc ceux qui tiennent l'économie mondiale, sont assez stressés parce que si la City quitte l'Union européenne, l'Angleterre on s'en fout, encore une fois, c'est la City seulement. Si la City quitte l'Union européenne, n'a plus de passeport européen, eh bien ça va générer une crise. Et ça va générer une crise à la fois, comment dire, soudaine et circonstancielle, c'est-à-dire voilà, une panique sur les marchés, mais également une crise plus profonde. Parce que la City, du coup, en réponse aux européistes, a menacé, et cette menace était couverte, mais enfin elle est bien réelle, c'est que si la City demain, qui blanchit déjà beaucoup d'argent, des cartels et tout ça, et en tant que paradis fiscal, si la City demain n'a plus le passeport européen, eh bien la plus-value pour récupérer le manque à gagner qu'elle aura perdu avec cette sortie de l'Union européenne, la plus-value qu'elle pourra obtenir sera de devenir comme les Caïmans, sera de devenir une place de blanchiment d'argent, et elle acceptera tous les capitaux de toutes les cartels et de toutes les mafias possibles et inimaginables, et donc sera une force de déstabilisation économique très puissante. Et donc, je crois que du coup, les dirigeants de l'Union européenne, velléitaires comme ils le sont, n'auront pas le courage de retirer à la City le passeport européen. Je pense que vu qu'ils sont tenus par les lobbies financiers, je pense que à la toute fin, ils laisseront à la City le passeport européen. Et en conséquence, eh bien, l'Angleterre, qu'elle soit sortie de l'Union européenne, ça ne change rien, parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas l'euro, ils avaient beaucoup de privilèges d'un point de vue des directives européennes. Et si la City, elle, garde un pied dans l'Europe, coup d'épée dans l'eau. Donc, Brexit, encore, je peux me tromper, autant ils vont avoir le courage de lui retirer le passeport européen, mais encore une fois, je ne pense pas. Donc Brexit, coup d'épée dans l'eau, et surtout valeur symbolique. Alors, valeur symbolique intéressante et sur laquelle il faut s'arrêter, parce que du coup, les souverainistes français utilisent, et c'est tout à fait légitime et normal, les souverainistes français utilisent l'argument du Brexit pour montrer que les peuples sont capables de sortir de cette Union européenne, et après le Brexit viendra le Fraxit, je sais pas comment, Frexit, comment ils le disent en France, et puis sans doute le disent-ils dans d'autres pays européens. Sauf que si on s'arrête simplement sur le cas français, il faut pas oublier une chose, c'est que la France et l'Angleterre sont les deux frères ennemis, c'est-à-dire qu'on s'adore et on se déteste, et précisément nous sommes différents en tout. Et ça c'est l'histoire qui le dit. Et d'ailleurs, on le voit d'un point de vue sociologique. En Angleterre, ce sont les vieux qui ont voté pour le Brexit et les jeunes qui ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Alors, tandis qu'en France, c'est plutôt l'inverse. Les jeunes, parce qu'ils n'ont rien devant eux, et ils sont prêts à faire ce saut dans l'inconnu, parce que toute sortie de l'Union européenne, pour ce qui est de la France, avec toute sortie de l'euro, serait forcément un saut dans l'inconnu qui pourrait sans doute apporter du bien à la fin, sur le moyen et long terme.
Mais au départ, ça va être forcément un petit peu compliqué. Donc les jeunes, eux, sont prêts à prendre ce risque, mais pas les personnes âgées. Et donc le rapport au vote est totalement inverse entre l'Angleterre et la France. Et c'est pas étonnant quand on connaît l'histoire de ces deux pays. Et l'Angleterre a une tradition, du fait de sa situation insulaire, qui fait que ce soit une île, a une tradition d'indépendance qui est très forte. Tandis que la France, et là je vais choquer beaucoup de gens, mais je l'assume, la France n'a plus depuis 1918 une tradition d'indépendance. Elle l'a eu comme une parenthèse avec le général de Gaulle, comme une petite parenthèse, mais le caractère, le fond français, est malheureusement un fond soumis. Et d'ailleurs, c'est précisément pour moi les raisons fondamentales de l'échec inscrit des souverainistes en France. C'est que le souverainiste part du point de vue et du postulat noble, encore une fois, et j'aimerais énormément y croire, que le fond français est un fond gaulliste. Tandis qu'il se trompe, le fond français est un fond pétainiste. Moi, je connais quand même pas mal de Français, encore une fois, dans toutes les classes sociales. Pendant des années, en tant que jeune nationaliste qui rêve de la France indépendante, forte et libre, qui donne sa voix au monde, j'ai pesté contre la soumission française, la soumission aux États-Unis, la soumission aux banques, la soumission à l'Allemagne, la soumission au FMI et toutes sortes de soumissions que la France connaît. Et je n'ai presque jamais vu dans l'œil de mon interlocuteur français un éclair à l'idée qu'on puisse retrouver notre indépendance. Le français, de base, que ce soit dans la grande élite ou dans le petit peuple, ce qu'il veut, c'est qu'on lui assure sa sécurité et qu'on lui assure à bouffer. Et le côté, l'indépendance, la France seule contre le monde, ça a pu faire vibrer le français du 19e siècle, du 18e siècle, mais malheureusement, depuis bien 50 ans, ce n'est plus le cas. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, énormément marqué, c'est une anecdote que j'aimerais te faire partager. C'est le général de Gaulle, un entretien du général de Gaulle, je crois que c'est en 66 ou 67 à la télévision, il est comme toi et moi, c'est-à-dire il est assis, il y a un journaliste qui est assis en face de lui. Le général de Gaulle parle au journaliste de la France, de tout ce qu'il veut réaliser encore, de tout ce qu'il a réalisé, de tout ce qu'il veut réaliser. Et le journaliste, qui est un petit Français, lui répond mon général, je vous écoute, j'écoute vos grands projets pour la patrie. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mon général, que nous, Français, sommes fatigués? Et là, le général de fer, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais il lève les bras et tu sens vraiment que sur son visage, de toute façon, il a écrit tout ça dans les chaînes qu'on abat avec Malraux, tu sens sur son visage qu'il comprend et qu'il sait d'une certaine façon que son projet à lui, son projet de France grande, indépendante et volontaire, ne peut pas être suivi par l'attitude et le physique du peuple français après la Première Guerre mondiale, comme ça l'a martyrisé, et puis ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et donc le fond français, qu'on le veuille ou non, est plutôt vichiste que gaulliste. Et c'est-à-dire qu'il est prêt à s'accommoder de tous les pouvoirs, dans la mesure où celui-là lui permet d'avoir de quoi bouffer et de vivre en sécurité. Et que l'argument seul de la liberté, l'argument seul de l'autonomie, de l'indépendance face au monde, est un argument qui, à mon avis, ne prend plus dans le caractère français. Tandis que les Anglais, il prend encore un peu, puisqu'on l'a vu chez les vieux, mais manifestement chez les jeunes, c'est en train de changer. Donc le caractère français est en train de disparaître. Mais bon, chez les vieux, ça a tenu. Mais je pense que toute cette rhétorique pro-Frexit, à l'instar du Brexit, je pense, et c'était avec mon cœur qui saigne que je le dis, hein, c'est pas parce que je suis pas heureux de dire ça, encore une fois, j'analyse froidement les choses. Je pense que ça ne marche pas, en tout cas pas pour le moment. Ça ne peut pas marcher pour le moment en France. On va dire un mot sur la Syrie maintenant, puisque tu t'y es rendu plusieurs fois et on va dire que tu connais le terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quelle issue pour toi, quelle est l'issue de ce conflit selon toi? Vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui? Pour le moment, je n'y suis allé qu'une fois et j'ai passé 3 jours, donc ce serait vraiment abusé de dire que je connais le terrain. Je n'ai pas cette prétention-là, même si je compte y repartir, parce que j'ai noué énormément d'amitié avec des Syriens avec qui je communique tous les jours. Mais j'ai eu quand même l'honneur de rencontrer effectivement Bachar el-Assad, ce qui a fait parler, parce que j'ai fait un selfie avec lui, j'ai fait exprès. Je crois que
encore dans une analyse un petit peu plus réfléchie de la chose. Ce qui m'inquiète beaucoup dans la situation internationale actuelle, c'est que, Kissinger en parle d'ailleurs, c'est que nous quittons progressivement, malheureusement, la période westphalienne de l'ordre international. C'est-à-dire une période où l'ordre était régulé grâce aux États. Il y avait des États, États-nations, ou États qui étaient plus sous forme fédérale, mais c'était les États qui étaient les acteurs de la politique internationale, que ce soit pour faire la guerre, pour faire la paix, pour faire des transactions économiques, des accords commerciaux, et ce genre de choses. Avec, encore une fois, les évolutions technologiques, avec le rôle d'idéologie transnationale, le mondialisme, l'islamisme, ce genre d'idéologie, eh bien, les États sont en train d'être disloqués. Et c'est intéressant parce que l'histoire fonctionne, si on est un peu hegelien, ce que je suis un petit peu, par thèse-antithèse. Et en fait, on a poussé jusqu'au milieu du XXe siècle, voire presque pour certains pays, la fin du XXe siècle, on a poussé la logique des États unitaires à son apogée ou à son acmé, selon le point de vue où on se place, c'est-à-dire au cas extrême, le cas extrême d'un État unitaire étant l'État totalitaire, on a pu voir avec le communisme, le national-socialisme, le fascisme. Et ces expériences-là ayant échoué, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, les États sont en train de se disloquer totalement. Et la particularité que nous connaissions des États qui pouvaient être nationaux sans être établis sur des bases homogènes, qu'elles soient culturelles ou religieuses, ces États-là, portés par des idéologies laïques, socialisantes, nationalistes, ces États-là sont amenés à mourir. Et en plus, quand ils ne meurent pas de leur propre mort, il y a certaines forces dans le monde qui les y aident. On a vu avec l'Irak de Saddam Hussein, pour ce qui est des pays arabes, puisqu'on parle de la Syrie, on a vu que les Américains ont détruit cet État socialiste, cet État national, cet État laïque, pour en faire aujourd'hui une mosaïque de religions, de communautés religieuses qui se tirent dessus dès qu'ils le peuvent. Ils ont fait ça avec la Libye. Et aujourd'hui, évidemment, ils souhaitent le faire avec la Syrie. Alors les Américains, et puis les pays du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais aussi avec les forces iraniennes, chacun joue son pion, chacun avance le pion qu'il peut, pour essayer de disloquer, les Turcs aussi, de disloquer ces pays qui étaient basés sur un principe national. Alors, je pense, et ça me fait mal, que si je regarde donc ces grands, et puis on le voit en Europe, ces dislocations nationales, notamment la France, mais pour rester sur les pays arabes, je pense que c'est assez inexorable et inéluctable. Ça me fait de la peine. Mais je vois pas aujourd'hui comment la Syrie pourra maintenir l'unité qu'elle connaissait il y a encore avant que la guerre ne commence. Donc, au mieux, ou au pire, elle pourra conserver une forme fédérale, avec quand même un État fort, parce que ça, Damas a une longue tradition d'État assez indépendant, même à l'époque de l'Oumma. Pour ceux qui ont lu l'histoire des croisades de René Grousset, eh bien, ils savent que Damas a toujours eu une position assez indépendante dans l'islam, parce qu'ils ont leur propre tradition, ils ont leur propre société, une vieille société raffinée, civilisée, et qui n'appartient pas justement à l'Oumma islamiste. C'est bien ce qui énerve les pays du Golfe, c'est bien pour ça que ça a énervé les Saoudiens avec les Wahhabites qui ont financé des écoles Wahhabites partout en Syrie pour générer justement cette révolution. Donc la position la plus raisonnable actuellement, pour plein de raisons, c'est quand même de soutenir cet État de Damas, cet État centralisé le plus possible, faire en sorte que les forces qui s'y sont opposées, et notamment les forces rebelles islamistes qui constituent aujourd'hui 99% des rebelles, soient matées, et puis ensuite partir sur une forme peut-être un petit peu plus libérale de l'État syrien, moins centralisé et plus fédéral, mais qui ne pourra pas faire l'économie de la présence de Bachar el-Assad au pouvoir, ou en tout cas de cadres baassistes, parce qu'aujourd'hui, si le régime syrien, comme on l'appelle, alors que c'était simplement un gouvernement, mais si ce gouvernement syrien de Bachar el-Assad tombait, ce serait l'anarchie totale en Syrie, et ce qu'il me semble être bon, beau, juste et noble sur cette terre, à savoir notamment qu'une chose, pour ne parler que d'une chose, le droit des femmes, et le droit des minorités. Il me semble qu'en France, on entend parler tous les jours du droit des femmes, le féminisme, et du droit des minorités à vivre, à n'être point discriminé, et ainsi de suite. Eh bien, si ça, c'est aussi joli qu'on le dit en France, eh bien, le seul qui permet ça en Syrie, c'est Bachar el-Assad.
parce que Bachar el-Assad et le régime syrien fait en sorte en Syrie, et ça j'invite tous les gens à aller à Damas pour le voir, et à aller, même pas qu'à Damas, et à rencontrer des Syriens, parce que tous le disent peu ou prou, qu'on peut voir des filles en mini-jupe qui travaillent, qui sont libres, qui vivent leur vie comme elles l'entendent. On peut voir des amis au bar qui savent même pas si l'un est sunnite, chiite, alaouite, druze, ce que vous voulez, enfin ils le savent mais ils s'en foutent à peu près. Donc voilà, le droit des minorités à ne pas être exterminé et à ne pas être imposé par la majorité sunnite salafiste, et le droit des femmes sont quand même deux valeurs importantes, et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et les Américains sont en train de revenir là-dessus, donc c'est plutôt bon signe, grâce aux Russes aussi qui ont tenu, et grâce aussi au bon sens international, il manque plus que les Français, sont en train de considérer qu'aujourd'hui, une existence de la Syrie, en tout cas à court terme, à court et moyen terme, l'existence de la Syrie sans Bachar el-Assad serait un État catastrophique, des massacres encore plus grands sur les minorités, et puis bien sûr des entorses pas possibles sur les droits des femmes, et sur les droits des gens d'une manière générale. Donc, même si, comme j'ai dit en préambule, cette forme d'État national qui n'est pas basée sur un socle homogène, sont des États quand même en voie de disparition, sauf quand ils ont la Russie ou la Chine, ou même les États-Unis qui ont des formats d'empire. Sur les petites nations multiethniques et multiculturelles, ces États sont amenés quand même à mourir, mais ce que l'on peut faire, c'est essayer de les soutenir jusqu'au bout, parce que ce qui remplacera ces États-là sera sans doute pire. Voilà. J'ai une question d'un auditeur que je voulais également te poser, évidemment, puisque tu te revendiques bonapartiste. Justement, quelle est ta vision du bonapartisme ? Ma vision du bonapartisme, il y a deux façons d'envisager le bonapartisme. Il y a la façon politique et il y a la façon romantique. Laisse-moi deviner, toi tu te positionnes du côté romantique. Non, je me suis positionné longtemps sur le côté politique également. Je vais commencer, parce que tu tombes juste quand même avec le côté romantique. Le côté romantique, il est connu, il est reconnu. C'est-à-dire que pour un petit jeune provincial qui rêve de gloire et d'héroïsme et de grandeur, l'épopée napoléonienne n'est peut-être que source de rêve jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Donc moi j'ai rêvé et je rêve encore, parce que dès que je veux jouir, je prends un bouquin sur les guerres napoléoniennes, sur les maréchaux, et puis on rêve avec cette épopée, quoi. C'est extraordinaire ce que la France a connu durant ces années-là. D'ailleurs, une des choses qui indique que nous sommes vraiment dans un état pourri aujourd'hui, c'est que quand on voit que les Américains sont foutus de faire 50 films et 10 séries sur le moindre petit fait d'armes qu'ils ont fait, et dès qu'ils font une intervention dans le monde où ils perdent 3 hommes, et ils tuent 50 mecs, ils font 3 petites choses au niveau militaire, ils te pondent 10 films et 10 séries. Nous, on a juste la plus grande histoire de l'humanité de ce point de vue-là, d'un point de vue de la virilité, de l'aventure et tout. Et on n'est pas foutu de faire des grands films sur l'épopée napoléonienne. Enfin, ça, c'est... Et le pire, c'est que celui qui préparait un très grand film sur Napoléon et qui est mort avant, malheureusement, c'est un Américain, c'est Kubrick. Ah oui, évidemment, oui, oui, effectivement. Ah, mais les Américains sont très intéressés par l'épopée napoléonienne. Et les Anglais, d'ailleurs, beaucoup plus que les Français. Et les Russes aussi, bien sûr, avec... Voilà, ben... Parce qu'ils admirent celui qu'ils ont battu, quelque part. Oui, mais ils admirent aussi l'épopée. Quand on est un homme sain, là je suis désolé, ça va choquer ce que je veux dire, quand on est un homme sain, on ne peut que rêver de l'épopée napoléonienne. Et moi je te le dis, j'échangerais bien toute mon existence contre 5 minutes de charge à Waterloo, hein. Clairement. Je crois que c'est Barès, je suis pas sûr. C'est un professeur d'énergie. Voilà, un professeur d'énergie. Bien sûr. Et donc, après, c'est aussi sociologique, c'est que, encore une fois, ça m'appartient à moi, mais quand on est un petit provincial, qui connaît pas du tout le monde parisien, qui connaît pas du tout le monde du pouvoir, le monde médiatique et tout, c'est comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. On est bonapartiste parce que c'est notre professeur d'énergie, c'est lui qui nous fait rêver, nous dire, par sa propre volonté, par sa propre force, on peut conquérir la France, et on peut conquérir avec la France le monde. Et ça, c'est un rêve inépuisable. Donc ça, il y a l'aspect romantique, et je pense qu'il serait évidemment, ça c'est quelque chose de banal, mais il serait évidemment bon d'apprendre aux jeunes Français l'épopée napoléonienne, parce que cette chose-là, en règle générale, ne peut faire qu'aimer la France. Comme par hasard, on n'apprend plus, on l'apprend mal, et donc on ne crée pas des jeunes petits patriotes
Notamment chez les mecs de banlieue, par exemple. Désolé, mais les mecs de banlieue qui prennent les Français pour des babetous fragiles et des grosses merdes, je pense que si on leur avait appris l'épopée napoléonienne et voir l'héroïsme et la puissance des soldats de Napoléon, je pense que ça leur aurait appris un peu le respect, et donc du coup, ils auraient aimé d'autant plus la France. Ah bon, bref, ça c'est, de toute façon, c'est fait, et on n'y reviendra pas. Donc ça, c'est l'aspect romantique qu'on rêve sur Napoléon. Quand on est un homme, c'est assez naturel. Bon, voilà. Même si on peut lui repousser les choses d'un point de vue politique, hein. Je suis pas en train de dire que Napoléon était parfait d'un point de vue politique, bien sûr. Mais même ceux qui sont anti-napoléoniens, parce qu'ils sont vraiment monarchistes ou vraiment républicains, j'en sais rien, ne peuvent qu'objectivement dire, c'est vrai que c'est absolument splendide, ou sinon splendide, extraordinaire, ce qui s'est passé durant ces années-là. Voilà. Donc après, il y a l'aspect politique. Le bonapartisme politique, moi j'ai commencé comme ça, parce que je pense, et c'est encore une fois naturel, que le bonapartisme correspond à l'âme politique française. La France étant une nation qui n'est pas ethnique, qui est une nation empirique, en fait construite, c'est un constructivisme, l'État français, c'est un État-nation qui s'est construit. Cet État a besoin d'être centralisé, d'être puissant, d'être fort et d'être incarné. Alors, le roi peut pourvoir à ces rôles-là, mais une fois qu'on sait qu'il n'y a plus le roi parce qu'il y a eu la Révolution, du coup, on a besoin d'un homme. Cet homme providentiel qui incarne la volonté générale, l'État, sa puissance, et qui l'incarne d'autant mieux qu'il la projette. C'est-à-dire que, et c'est ça qui crée le problème français actuel, c'est que ces États construits comme ça, qui ne vivent que pour eux, c'est-à-dire qui ne vivent que pour cette unité, cette osmose nationale autour d'un État et autour d'un homme, cette énergie qui bout, il faut l'utiliser comme une projection de puissance à l'extérieur. Et donc le bonapartisme qui est tout cela à la fois, l'incarnation, l'autorité, la force, la projection vers l'extérieur, correspond parfaitement à l'ADN français. Mais cet aspect politique du bonapartisme, pourquoi m'en suis-je éloigné aujourd'hui ? Non pas que je considère aujourd'hui que ce n'est plus ce qui correspond le plus à l'âme française, je le crois toujours. C'est que c'est comme pour pour ceux qui s'intéressent juste à la philosophie politique et qui travaillent sur les régimes comparés en politique. Moi, par exemple, j'ai commencé comme ça. L'un de mes premiers petits livrets sur lesquels j'annotais les choses, quand je voulais écrire mon premier livre à l'âge de 15-16 ans, c'était sur l'état idéal. C'est-à-dire que je cherchais dans l'histoire quelles étaient les meilleures formules, un roi, un empereur, une république, un sénat, une assemblée, des institutions les plus parfaites possibles pour gérer un pays. Et quand j'étais gamin, j'ai cherché, alors j'allais puiser un peu dans l'Empire romain, un peu ici, un peu là. Et en fait, c'était une réflexion d'enfant. Parce que c'était une réflexion sur tableau noir. Qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est idéal? Et ça, c'est une maladie très française. Et parmi les militants, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître quand je te dis ça, parmi les militants, il y en a plein qui disent, parce qu'ils ont lu Maurras, par exemple, je sais pas, Enquête sur la monarchie, qui est très bien ciselé, et qui est obligé de te convaincre quand tu lis ça, ils ont lu Raspail aussi, Le roi au-delà de la mer et tout, t'as envie d'être royaliste quand tu lis ça, ou d'autres, au contraire, très, très républicains, qui ont lu l'histoire de la République romaine, austère, stoïcienne et forte, et qui disent, bah voilà, ça c'est le régime parfait. Et donc, ils font leur tableau dans leur tête, de manière abstraite, voilà ce qui est idéal, voilà ce qu'il faut. Et donc, pour moi, le bonapartisme, c'était ce qu'il fallait à la France. Sauf que, pour que le bonapartisme soit possible, il faut qu'il y ait des conditions. Ces conditions, c'est une jeunesse. Parce qu'il soit capable justement de force, qui veuille cette autorité et qui veuille se projeter à l'extérieur. Il faut une homogénéité, sinon ethnique, au moins culturelle très forte, pour justement parvenir à faire corps autour de l'État et de son maître, et donc d'être capable d'une projection extérieure. Il faut, pour que cette projection extérieure soit possible, il faut une volonté, et puis une capacité. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France, à côté de la Russie, de la Chine, des États-Unis, la France seule, je suis désolé, qu'on soit patriote ou non, la France ne sera plus capable, malheureusement, de projet de grandeur comme elle l'a connu à l'époque. C'est plus possible, elle ne pourra plus dominer le monde. Donc, il y a plein d'éléments, cette France homogène, nous ne l'avons plus, et pour longtemps. Cette France qui a envie d'aventure, on ne l'a plus parce qu'il y a trop peu de jeunes, je suis désolé. Ce n'est pas les personnes âgées et les vieux qui constituent encore une fois plus de la moitié de la population qui voudront de l'aventure, de l'héroïsme et de la gloire, et ça n'est jamais arrivé. Ils veulent plutôt de la tranquillité, du calme et du repos.
Et puis en plus, par rapport à la mondialisation, sur la capacité de la France en tant qu'État-nation à pouvoir devenir la maîtresse du monde, ce qui est le rêve bonapartiste, celui-là aussi est mort. En tout cas, plus personne n'y croit, y compris parmi les plus grands patriotes français. Donc une fois qu'on a analysé ça, on se dit le bonapartisme c'est très beau, mais est-ce que je peux me considérer moi comme bonapartiste au sens que je veux défendre le bonapartisme en France? Oui, je serai toujours inspiré par le bonapartisme. Et si je refais de la politique demain, j'aurai toujours des codes bonapartistes qui sont au fond de moi. Mais est-ce que je dois être un militant fanatique de cette idéologie-là? Non. Dans la mesure où, comme pour tout, hein, et tu le sais bien avec moi, c'est que désormais j'essaie de penser toujours par rapport aux circonstances, par rapport au monde d'aujourd'hui et aux conditions réelles de ce monde, et non plus aux conditions idéales. Mais le bonapartisme est aussi un pragmatisme. Exactement. C'est pour ça qu'à mon avis, moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on doit s'inspirer du passé, même de l'expérience royaliste, de l'expérience... Et en fait, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et je vais te dire un truc pour être très clair, et ça c'est le Nietzschéen qui parle, les idées, on s'en branle des idées. En fait, les idées sont une chose, elles permettent de créer une cohérence dans ton esprit et de savoir à peu près où tu te projettes. Mais ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'énergie que tu y mets derrière, c'est la volonté que tu y mets derrière, et donc c'est l'attitude que tu as. Donc en fait, dans le bonapartisme, ce qui est intéressant, c'est l'attitude bonapartiste. Voilà. C'est quoi être un homme qui défend son pays et qui veut de l'aventure, de l'héroïsme, et projeter à la fois soi-même en tant qu'individu, mais également sa communauté et son propre monde à soi, le défendre et le projeter vers l'extérieur. Ça, c'est une attitude bonapartiste. Donc cette attitude est bonne, et celle-là, elle est universelle, et elle est intemporelle, elle est tout le temps. Ça compte. Mais l'idée bonapartiste, il faut faire une institution comme ça, un Sénat, plutôt qu'une assemblée, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, et pareil pour la monarchie, il y a une attitude royaliste, une attitude aristocratique qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît énormément. C'est quoi être un royaliste? Le sentiment d'honneur, le sentiment de dignité, tout ça, l'attitude est importante. Et comme d'ailleurs les républicains, le sentiment de la vertu républicaine, contre la corruption et tout, je parle des vrais républicains dans la pensée pure de la République. Voilà, les attitudes sont intéressantes, mais les idées du coup comptent beaucoup moins. Les idées, elles évoluent par rapport aux circonstances. Maintenant, on va aborder une question, enfin plusieurs questions qui vont regrouper ta pensée. Tu as parlé de démographie tout à l'heure. J'aimerais que tu développes ta vision. Déjà, est-ce que tu crois à l'assimilation? Que penses-tu de l'idée de remigration? Et pour finir, le bouquet final, peux-tu développer ta pensée sur le communautarisme? Bon, alors vaste question. On va essayer de prendre les choses de haut, puis après on rentrera dans le détail. Je te disais tout à l'heure que le monde est en train de changer profondément, ce qui est une évidence. On est dans un moment vraiment de toutes ces crises, tous les éléments que nous vivons, amènent à une idée simple, tout à fait logique, qui est celle d'une transformation du monde tel que nous l'avions connu. Parmi cette transformation, il y a justement la dislocation des États. Les forces étatiques, quand elles ne sont pas sous forme impériale, comme la Chine, la Russie et les États-Unis, pour prendre ces trois grands exemples, les formes étatiques des petites nations sont en train d'être disloquées. Et qui dit dislocation, dit fragmentation du territoire. Et qui dit fragmentation des territoires, dit augmentation de cette fragmentation, si en plus les peuples sur lesquels ces États étaient cheffés, étaient présidés, sont différents. Et donc nous sommes en France, pour ne parler que du cas français, bien qu'on pourrait l'étendre à toute l'Europe occidentale, nous sommes en France dans une situation où l'État n'a plus de projet extérieur, n'a plus de projet de puissance extérieure, est trop petit pour projeter l'ensemble d'une population vers un objectif. C'est un État qui est vermoulu, corrompu, impotent, et qui est censé régner sur une population qui n'a plus aucune base homogène. Et qui même a donné lieu, cette population, à plusieurs catégories de la population que l'on pourrait considérer comme étant des peuples. Ces circonstances-là, donc liées à les 20 millions d'immigrés qui sont entrés en France depuis 30-40 ans, ces circonstances-là, les circonstances économiques aussi, tiens, c'est intéressant. Les marxistes, par exemple, toujours pareil, quand ils interprètent normalement le vrai marxiste, la vraie pensée marxiste,
quand il interprète les changements de civilisation que nous connaissons, sont liés aux changements économiques, les changements politiques et sociaux sont liés aux changements économiques, et l'ubérisation, pour ne parler que de ça, c'est une petite parenthèse que je fais, on en parlera peut-être un jour plus. L'ubérisation de l'économie, qu'est-ce que c'est? Si jamais ça s'applique demain dans le monde économique, ça doit amener des changements politiques et sociaux, et donc ça va être aussi l'ubérisation de l'individu, c'est-à-dire la reconcentration de lui-même sur lui-même, et donc de son cercle élargi, sa communauté. Donc les forces économiques qui poussent à cette communautarisation. Les forces politiques qui se disloquent, les formes institutionnelles, les formes romaines, sont en train d'exploser. Et elles seront de moins en moins capables d'assurer la sécurité et l'économique, le quoi bouffer aux gens. Donc les forces politiques y poussent cette dislocation. Et les forces culturelles, bien entendu, puisqu'on n'a jamais, de toute l'histoire, connu différents peuples avec différentes cultures qui pouvaient vivre en paix, et sinon en paix, au moins sur un même territoire, sans qu'il n'y ait aucun problème et sans qu'il y ait aucune solidarité ethnique ou religieuse qui se remette en place naturellement. Donc tous ces éléments, qui sont les conditions exactes du monde que nous vivons aujourd'hui, amènent nécessairement au communautarisme. Alors j'ai beau tourner les choses dans tous les sens dans mon esprit, et encore une fois je ne prétends pas à la vérité absolue et universelle, et je ne prétends surtout pas en plus d'être un militant, c'est-à-dire que quand je dis ça, et ça je le dis, je le répète parce qu'il y en a plein qui ne le comprennent pas, lorsque je dis ça, je dis pas je veux ça. Je dis pas c'est super, parce qu'il y a plein de gens, quand j'ai développé mes points de vue sur le communautarisme, qui sont venus me voir en me disant « Mais t'es fou, ça va produire ci, ça va produire ça, il faut pas. » Mais d'accord, mais ton « il ne faut pas », il est basé sur quoi? J'en ai rien à foutre que toi, au fond de ton lit ou devant ton ordinateur, tu sois pas d'accord avec ce monde-là. Je m'en fous complet que tu ne sois pas d'accord. Je fais une analyse froide de la situation. Sans savoir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je n'aimerais pas. Donc j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, et peut-être que j'ai des données qui m'échappent, mais je ne vois pas comment, en France, on peut arriver à une autre situation qu'une situation communautaire, puisque le monde dans lequel nous entrons est un monde néo-féodal. Nous vivons d'un point de vue institutionnel l'après-empire, l'après-État, l'après-unification centralisatrice, et donc une division territoriale qui va se faire de façon de plus en plus forte, une reconcentration des individus sur eux-mêmes et de leur communauté pour être capable de garantir à chacun, au sien propre, l'économique, quels sont nos réseaux, qu'est-ce qui nous permet de manger, d'embaucher notre enfant, d'embaucher le cousin, d'embaucher l'ami, qu'il ait un travail, qu'il ait de quoi bouffer. D'un point de vue sécuritaire, ça ne fait qu'augmenter, l'insécurité immense qu'il y a en France, et qui n'est qu'à ses débuts, ce ne sont que les prodromes, feront en sorte que les forces étatiques vont être dépassées, à un moment ou à un autre. Les 15 000 gendarmes qu'il y a en France, je dis peut-être une connerie, ils ne sont pas 15 000, mais enfin, on sait déjà, parce que j'ai quand même pas mal d'amis dans la police, que si jamais par exemple toutes les banlieues s'enflammaient demain, ils ne sont en mesure que de s'occuper que de 10% d'entre elles. Donc c'est une chance que pour le moment, quand les choses s'enflamment, ce soit sur des territoires circonscrits, où là ils peuvent envoyer tous les CRS, mais si demain la France explose pour une raison ou pour une autre, les forces étatiques seront complètement dépassées. Et ça, les Français le sentent de plus en plus. Et les attentats sont des éclaireurs de tout ça, nous permettent de commencer à comprendre. Et plein de Français se tournent déjà, enfin commencent au moins d'un point de vue intellectuel à se tourner vers ce genre de solution, à se dire il va falloir qu'on puisse pourvoir nous-mêmes à notre propre sécurité. Donc la crise économique fait en sorte, bien sûr, qu'il va falloir utiliser nos réseaux. Ça se fait déjà beaucoup aujourd'hui pour pouvoir bouffer, gagner sa vie. Donc les réseaux, c'est une forme de communautarisme, et ça va ne faire que s'amplifier. La sécurité va faire en sorte aussi qu'on soit capable de défendre les nôtres. Et puis culturellement, si on a envie d'être autre chose qu'un estomac sur pattes qui bouffe, qui consomme et qui baise, si on a envie d'être quand même un être humain qui a une culture, qui a une tradition et qui se sent un chaînon dans une grande chaîne immémoriale et d'héritage, eh bien on va devoir se reconcentrer également sur ce que nous sommes d'un point de vue culturel. Et donc, ce que tous y vivent d'ailleurs, hein, ce que tous les musulmans, les noirs, les juifs, tous le sentent, les Libanais, toutes les communautés, parce que les Libanais, après, les communautés peuvent être... c'est plus compliqué que deux camps. D'ailleurs, pour répondre à ceux qui pensent qu'il y aura une guerre civile, il n'y a pas deux camps en réalité aujourd'hui. Il y a plein de petits camps. Et nous entrons pas dans un monde qui amène à la guerre civile, nous entrons dans un monde néo-féodal. Et j'insiste là-dessus, il faudra le développer parce que c'est un point très important. Et qu'est-ce que c'est que la néo-féodalité? C'est plein de petits camps, justement, qui se mettent sur la gueule de temps en temps, comme il y avait des guerres entre féodaux. C'est plein de petits camps.
et qui sont aussi capables parfois de s'agencer entre elles, entre eux, ces camps-là, de s'organiser, d'échanger, de communiquer. Et donc, voilà, nous entrons dans ce monde-là. L'assimilation à une France républicaine, comme au 19e ou 20e siècle, pour moi, n'a que très peu de chances de marcher. Mais c'est marrant parce que, par exemple, sur les musulmans qui ont à leur tête aujourd'hui chevènement. C'est interprété comme ça. J'ai discuté avec un musulman il y a pas très longtemps, un musulman très bien en plus, hein, qui travaille et tout, et qui me disait, mais qu'est-ce que c'est que chevènement à la tête de l'islam? Ils pensent qu'on va écouter chevènement, c'est qui celui-là? Ils en ont rien à foutre de chevènement. L'État sait plus quoi faire. Mais ce qui est marrant là-dedans, c'est que la France, dans son héritage intellectuel et génétique presque, commence à comprendre qu'elle est en train de se disloquer, et donc elle est en train de perdre son caractère français, qui était précisément une union, enfin une marche vers l'union autour du roi, autour de l'empereur, autour du président. Et donc, son réflexe, face aux musulmans qui participent de cette déconstruction française, c'est de mettre un individu qui incarne le statocentrisme français, à savoir le chevènementisme avec la vieille assimilation républicaine et tout. Donc c'est beau comme réflexe, mais c'est trop tard. On aurait dû avoir un chevènement il y a 30 ans. On aurait dû avoir un Le Pen, dont en vérité c'est le logiciel, c'est pas un raciste. Il considère que la France est multiethnique, et l'important, comme d'ailleurs la plupart des Français pensent, c'est que le français, tu sais, n'est pas raciste, il est culturciste. Le français n'a aucune conscience raciale, aucune. Et je le sais parce que j'ai tellement vu des nationalistes d'extrême droite purs et durs, mais vraiment des purs et durs, à parler de race, de nazis ou de ce que tu veux, qui, dès qu'il y avait un petit maghrébin qui parlait français, qui était sympa et qui avait adopté les codes sociaux des groupes dans lesquels ils étaient, ou qu'il voyait une petite beurette, une petite asiatique un peu sympa, un peu jolie et tout, et qu'il finissait souvent avec elle à l'épouser et tout, des pires mecs d'extrême droite, parce qu'il n'a pas de conscience raciste. Et en revanche, il est culturciste, la seule chose qui peut le gêner, c'est la culture, la question de culture. Si tu adoptes la culture française, le français, que tu sois noir, jaune, bleu, vert, il t'adoptera. Donc ce logiciel culturel français et autour de l'État, ce logiciel-là aurait dû s'imposer violemment s'il le fallait, mais il y a 30 ans, quand c'était encore possible. Aujourd'hui, je pense, et on développera cette analyse plus en amont toute cette année, si on continue donc ces entretiens mensuels, je pense que c'est malheureusement trop tard, et que c'est trop tard, nous sommes entrés dans l'ère des communautés, que les petites nations telles qu'est devenue la France, ne peuvent avoir comme praxis d'existence que celle-là. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas ce que je veux, c'est seulement ce qui arrive, et c'est en réalité même ce qui est déjà. Voilà. Toi, tu ne crois pas du tout à une possible remigration? La question de la remigration, pour moi, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure sur le tableau noir de l'idéalisme politique. Parce que les conditions ne sont absolument pas présentes en France pour qu'il y ait une remigration. Pour qu'on soit capable de faire une remigration, déjà d'un point de vue physique, d'un point de vue physique et moral, il faut être capable d'une violence dont le peuple français est aujourd'hui, je le crois, incapable. Quand je dis violence, c'est pas forcément une violence physique, c'est une violence morale, c'est être capable de dire non, être capable d'aller prendre des enfants dans des écoles pour les renvoyer dans leur pays. Et la sensibilité, la sensiblerie européenne, ce que j'appelle le raffinement européen, quand je dis raffinement, c'est la trop grande sensibilité, vu que je l'ai déjà ressenti, encore une fois, chez des purs et durs d'extrême droite qui faisaient les gros malins avec les gros bras tatoués, mais dès qu'ils étaient en face d'une situation un peu compliquée où il aurait fallu être dur, étaient en fait des vrais anges, parce qu'ils sont aussi victimes, oui, moi je peux dire victimes, mais de cette sensibilité européenne, qui est la sensibilité des fins des civilisations en général. On n'a pas cette violence-là en nous, et quand bien même on serait une petite partie d'entre nous qui pourrait l'avoir, je pense qu'on finirait par perdre face à la majorité de, justement, là encore une fois, des personnes âgées en France qui sont pas prêts à cette violence. Et puis en plus, sur la France même, je suis désolé, mais quand bien même aurions-nous cette violence? Je t'ai dit tout à l'heure que le français n'était pas raciste. Mais on fait une rémigration sur des critères. C'est-à-dire qu'on décide demain de virer, de ramener dans leur pays 10 millions de personnes. On est obligé de le faire sur des critères. Et quels seront ces critères? Ces critères ne peuvent être, peut-être que je me trompe et que j'en oublie, mais ces critères ne peuvent être que religieux. En tant que France chrétienne, nous ne voulons plus de musulmans, par exemple, ou raciaux. La France est un pays de blancs,
tout ce qui est basané, ça sort. Sauf que le français aujourd'hui, dans les conditions actuelles, peut-être que dans 50 ans ça aura changé, mais dans les conditions actuelles, le français, il est, d'après les derniers sondages et dernières statistiques, il est en majorité athée, donc il ne considère pas que la France est chrétienne, donc il n'est pas prêt du tout demain, quand je dis demain c'est là, aujourd'hui, hein, il n'est pas prêt du tout à faire une croisade religieuse contre l'islam. Et sur le racisme, je viens de t'en parler, je ne crois pas du tout que le français sera capable demain de dire « tu dégages au seul prétexte que tu es noir, arabe, basané, jaune ou ce que tu veux ». Parce que il a tellement peu été habitué du fait qu'il soit issu, le français, d'un État-nation construit, d'une construction sur aucune base ethnique, mais essentiellement culturelle. Le français n'a aucune conscience raciale. Si demain tu lui ramènes un martien vert avec des oreilles pointues et n'importe comment, mais qui bouffe du saucisson avec lui et boit le pastis avec lui, le français lui donne sa fille au martien. Il est comme ça. Alors, pas chez tous les Français, et ça commence à se durcir dans certaines catégories de la population qui commencent à obtenir de petit à petit une conscience ethnique et à se communautariser. Mais en fait, c'est ça la vraie question. Donc c'est pour ça que la remigration, pour le moment en tout cas, j'y crois absolument pas. La remigration, tu dis, elle n'est pas possible parce qu'il faudrait faire des critères, et tu dis dans un second temps que le français n'est pas capable de cette violence. Mais là, tu parles à l'instant T. Mais admettons que les attentats s'enchaînent, qu'il arrive quelque chose, un élément déclencheur, quelque chose de marquant, qui conduise vers oui, des mais troubles, c'est la etc. différence, c'est La exact. mentalité peut changer. Christopher, c'est bien que tu me dises ça. Là, on va pouvoir faire justement, on va pouvoir clarifier les choses. C'est la différence entre les rêveurs et ce que j'essaye d'être, d'accord. Oui, tout peut arriver dans l'absolu. Dans 50 ans, mes fils pourront être des gros fous furieux qui voudront foutre tout le monde à la mer parce qu'il y aura eu trop d'attentats et tout ça, bien sûr. Mais ça, tu n'en sais rien, je n'en sais rien. Là, moi, je te parle des conditions actuelles sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour commencer à réfléchir et vers quoi on doit aller pour déjà être capable de protéger les nôtres dès maintenant et essayer de créer un monde le plus sain possible dès maintenant. Ceux qui branlent rien et qui sont juste là à dire il y aura une remigration dans 10 ans, je le sais, dans 10 ans, parce que d'ici là, il y aura eu des attentats, puis il va se passer ci, puis il va se passer ça. Ok, il y en a plein sur Internet qui disent ça. Il suffit d'ouvrir YouTube, des YouTubeurs qui racontent leur vie, qui racontent ce genre de prophéties, il y en a plein. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je dis, voilà, j'essaie de comprendre les conditions actuelles de la société et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et ce qu'il est possible de faire, pour le moment, je vais pas rentrer dans le détail, bien entendu, parce qu'on aura le temps pour le faire, mais le rôle de l'Européen, le rôle du Français, demain, c'est de se reposer les 3 questions essentielles et élémentaires de l'être humain. C'est qui nous sommes, être capable de retrouver un nous, qu'est-ce qui va nous permettre de nous faire bouffer, qu'est-ce qui va nous permettre de nous protéger. Voilà. Culturel, économique, sécuritaire. Et dans le cadre d'un monde éclaté, donc sans penser au grand soir de un jour on prendra l'État, on prendra la France, et puis comme par miracle on la remettra d'équerre du jour au lendemain, sans penser à un jour prochain, on fera une rémigration de 20 millions de personnes, sans penser à ces rêves-là que beaucoup ont, et qui ne se contentent que de ça. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour être capable de bouffer chacun d'entre nous, d'avoir un vrai réseau économique, de gagner de l'argent, pour manger, pour échanger, d'être capable de savoir qui nous sommes, pour éduquer nos enfants, et nous-mêmes, d'avoir une colonne vertébrale culturelle, et d'être capable également de se protéger, comme font les Corses, comme font les Juifs, comme font les Libanais, comme font les Arabes. Tu touches un des miens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà. Et ça, ces questions-là, je pense qu'il va falloir se les poser, parce que c'est le monde dans lequel nous entrons. Très bien, je pense que c'est clair, mais on sera amené à y revenir très souvent, à mon avis, puisque c'est quand même un sujet qui demande beaucoup plus d'approfondissement et où beaucoup de critères entrent en jeu. J'aimerais maintenant finir sur une question qui m'a été posée par un auditeur. Je ne sais jamais comment on dit auditeur, lecteur, téléspectateur. Quel est ton avis sur la peine de mort? Est-ce que tu as une position, j'avais marqué sur ma fiche, un avis tranché sur la peine de mort, et c'était quelque chose d'assez subliminal. Donc quel est ton avis justement? Moi personnellement, parce que c'est mes opinions philosophiques, moi j'estime qu'un individu dans une société compte dans la mesure où l'on peut mesurer, enfin, je dis n'importe quoi, l'intérêt d'un individu dans une société, c'est ce qu'il peut apporter à sa société, c'est-à-dire au monde. Donc quelqu'un qui tue et extermine des enfants en les violant et en faisant des horreurs, pour moi il n'apporte pas grand-chose à l'humanité. Et donc pour moi, il n'a aucun intérêt et aucune valeur. Voilà. Donc c'est très dur ce que je dis, mais je l'assume.
Donc oui, je suis évidemment favorable à la peine de mort. Maintenant, je respecte ceux qui n'y sont pas favorables, notamment pour des raisons religieuses. Je connais beaucoup de chrétiens et de catholiques qui m'expliquent les raisons, tout ça. Bon, je le respecte tout à fait. Puis il y a aussi une question de... Je te raconte une histoire de quand j'étais gamin. Un truc qui m'a toujours gêné d'un point de vue moral, c'est que le problème de conserver, parce que c'est ce que les chrétiens disent, on n'est pas pour la peine, enfin certains catholiques disent, on n'est pas pour la peine de mort, mais on est pour la perpétuité réelle. Mais tu sais, moi, il y a une histoire qui m'a toujours marqué, c'est, imagine toi, ta fille, par exemple, ta fille se fait violer et tuer, et on arrête le tueur, il part en prison. Et ben, le mec qui va être en prison, qui aura tué ta fille, qui l'aura violée, le fait qu'il puisse bouffer tous les jours, qu'il puisse avoir du linge propre, qu'il puisse regarder la télé, voire jouer à la console maintenant, hein, parce qu'en prison, maintenant, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. C'est tes impôts à toi qu'il finance. Et moi, et pour moi, ça, l'immoralité, elle est là. C'est de te dire, un père dont l'enfant a été tué paye pour qu'un connard bouffe, regarde la télé et puisse même trouver des sources d'amusement en prison. Et ça, c'est inadmissible. Donc même la perpétuité réelle, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Mais encore une fois, je respecte les chrétiens qui ont une spiritualité là-dessus et qui ne veulent pas tuer. Je le respecte et le comprends. La seule chose que j'aimerais leur dire, c'est que, quitte à être chrétien, à être religieux sur la question, j'aime bien la réflexion de Vladimir Poutine à ce propos. C'est-à-dire, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il avait dit en gros, le rôle de Dieu, c'est de leur pardonner. C'est de pardonner aux terroristes, qui parlait des terroristes. Le rôle de Dieu est de pardonner aux terroristes. Mon rôle à moi, c'est de les envoyer le plus rapidement possible vers leur créateur. Et ça, ça c'est donc quand même, je suis pas théologien, mais c'est quand même pour moi un point de vue très religieux, enfin assez religieux. Effectivement, Dieu est censé pardonner à l'humanité, y compris aux pires pécheurs, mais l'humanité, pour qu'elle puisse vivre, doit être en mesure d'envoyer les pires de ces éléments le plus rapidement possible devant notre créateur. Voilà, j'aime bien cette idée-là. Je crois que c'était Dupont-Aignan qui avait proposé, je ne sais pas si c'était pour caricaturer, mais il avait proposé la réouverture de Cayenne. Alors dans ce cas, on pourrait pas dire qu'il joue à la console et qu'il regarde la télé. Oui, enfin, même moralement, même si c'était dans les pires conditions de vie possibles, tout ça, vu que ce sont des forces étatiques qui les mettront en place, ce sera forcément payé par les impôts de la victime. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser une question qui m'a été soumise. Quel est ton livre de chevet du moment? Je n'en ai pas, j'ai pas de livre de chevet particulier en ce moment, je peux juste te dire qu'est-ce que je viens de finir de lire. Je viens de finir de lire un livre sur les parrains corses, sur la mafia corse, voilà, un sujet qui m'intéresse beaucoup et surtout en ce moment. Et là, j'attaque une histoire de l'Empire russe. Voilà, un gros bouquin sur l'histoire de la Russie, mais axé surtout sur l'Empire, c'est-à-dire toutes les extensions et les colonisations successives russes. Et je me suis beaucoup intéressé, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, sur les formes de communautés corses et italiennes, notamment aux États-Unis, parce que, suivez mon regard, c'est intéressant. Eh bien merci, Julien Rochdy. Merci à toi, Christopher. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici. Je rappelle que les adhérents peuvent se rendre dès maintenant sur le site Le Bréviaire des Patriotes pour suivre l'aparté, qui est la question bonus de cet entretien, et qui portera aujourd'hui sur cette question: une alliance entre les partis souverainistes est-elle possible? Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien, au mois prochain, et pour les adhérents, à tout de suite pour la question bonus.